Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des réalisateurs d'action. Bravo. Cet épisode est un peu spécial car aujourd'hui ce ne sont pas juste des réalisateurs, ce sont des réalisateurs d'action. C'est un épisode spécial stunt, cascade, pirouette. Cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leur histoire, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance ? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues ? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sein CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt ? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi ? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateurs de cascade et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur, mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui, nous accueillons... Bonjour, Godefroy, réalisateur et chorégraphe de combat. Et Marc, réalisateur d'action, action designer. Ok, enchanté. Enchanté. Merci d'être là. Vous allez bien ? Très bien. Super. Bon bah top. Il fait beau, on est à l'intérieur, tout va bien. On en profite, c'est le début. Et donc, vous êtes spécialisé en réalisation de cascade. Est-ce que vous pouvez nous dire juste ce que c'est ? Je te laisse l'honneur, Godefroy. Réalisateur de l'action, ça va être se spécialiser dans la... Dès qu'il y a une action dans le film, qu'il y a un combat, une course-poursuite de voiture, une course-poursuite tout court en termes de parcours, entre guillemets, c'est nous qui prenons le relais et qui réalisons cette scène. Ok, c'est un peu genre vous prenez ce passage et au lieu que ce soit le réalisateur qui s'en occupe, c'est vous, réalisateur de cascade, qui vous occupez du découpage, de la réalisation aussi, genre c'est vous qui dirigez les cadreurs. En gros, on guide, on guide le département des cascadeurs, donc le régleur, le chorégraphe, etc., sur la vision aussi qu'on a nous de la scène. Et après, évidemment, on travaille en partenariat avec tous les autres départements, caméra, images, costumes. Ok, d'accord. C'est tellement un monde spécifique que qui mieux que des cascadeurs pour prendre en main la mise en scène des scènes de baston, etc. Et on s'en rend compte sur les plateaux en général, c'est qu'on va beaucoup plus vite qu'un réalisateur dit classique, parce qu'on est là à la création de la chorégraphie, par exemple, pour parler de combat, et qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe où, comment physiquement, et du coup, qui mieux que nous pour mettre l'action au centre de l'image. Et c'est un peu la spécialité qu'on s'est faite avec Godefroy. Ok. Eh bien, écoutez, on va parler du commencement. Eh bien, j'aimerais vous dire d'où vous est venue l'envie, en fait, de faire ce métier. Est-ce que ça remonte à l'enfance ? Est-ce que vous avez eu un amour pour le cinéma, enfant, un film qui vous a marqué, qui vous a donné envie de faire ce métier ? Je commence ? Vas-y. Pour moi, c'était avant tout les arts martiaux quand j'étais jeune. Donc, j'ai commencé à 16 ans, un peu tard, on va dire. J'ai commencé C'est tard, 16 ans ? Pour les arts martiaux ? Pour le niveau que je voulais avoir, oui. Ah, ok, d'accord. J'ai commencé du coup le kung-fu. Et là, j'ai rencontré des potes qui étaient aussi fans de Jackie Chan, Jet Li, etc. Et eux faisaient des petits courts-métrages de leur côté. Totalement amateur, et comme je suis devenu leur pote, j'ai fait aussi des courts-métrages avec eux, et au fur et à mesure du temps, c'est moi qui ai commencé à prendre en main la réalisation, le montage, la chorégraphie, etc., mais sans jamais me dire que je voulais être réalisateur. Donc c'était vraiment les arts martiaux que j'adorais, et c'est vraiment bien plus tard, c'est 10 ans plus tard que je me suis dit, tiens, en fait, j'aime bien réaliser, alors que j'avais déjà fait plein de courts-métrages, mais sans me poser la question de c'est quoi la règle des tiers, c'est quoi la règle des 180. C'était juste du kiff, quoi. C'était au feeling pur, et c'était juste pour le délire, quoi, faire des trucs à l'américaine, mais pas à l'américaine. Ok, et donc tu avais 16 ans quand tu as commencé les arts martiaux ? Les arts martiaux, et seulement je dois avoir peut-être 25 ou 26 ans quand je me suis dit, tiens, en fait, je vais essayer d'être réalisateur. Ok, et quand est-ce que tu as commencé à filmer avec ses potes ? La même année, je pense avoir 16 ans ou 17 ans, peut-être, le temps qu'on devienne vraiment potes, quoi. Ok. Et on faisait vraiment des courts-métrages à l'arrache, quoi. Dans la rue, on filmait, on faisait le bruitage à la bouche, enfin, c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'est comme ça que pour moi ça a commencé, quoi. C'est seulement sur une tournée où j'ai travaillé pour DreamWorks, et pendant cette tournée, en fait, je me suis servi de l'argent que je gagnais pour m'acheter un début de vrai matos. Donc, à l'époque, c'était 5D Mark III, je crois, qui était vachement... c'était la bombe de l'époque. Fashion, c'est ça. Ça a tout fait péter, le 5D. C'est clair, même maintenant, avec le... Enfin bref, on verra la technique plus tard. Mais
Mais là, du coup, je me suis acheté ça, un glide cam, un petit steady cam, bien sûr. un petit slider des objectifs. Et là, je me suis vraiment intéressé à comment ça fonctionnait plus dans la technique pour pas faire moins de conneries. J'ai posé beaucoup de questions à Teddy, que tu avais invité pour cette émission, qui lui a fait une formation de chef opérateur. Donc il m'a expliqué l'obturateur, le diaphragme, les images par seconde, etc. Alors ça faisait 10 ans que je faisais des courts-métrages et que j'avais aucune idée de ce que c'était. Et tu disais que c'est à la suite d'un travail avec DreamWorks? C'est pendant ce travail-là où j'étais juste performeur, acteur, cascadeur, que j'ai réalisé que j'aimais bien la réalisation. Ok. Et que je me suis dit, c'est peut-être ça en fait que donc je devrais faire. T'as fait cascadeur avant Ouais, avant j'ai fait cascadeur. J'ai fait une formation que j'ai pas finie, mais que j'ai commencé avec le campus Univers Cascade. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ouais, c'est une école de cascadeurs, c'est une des plus grosses du monde sûrement. Après, j'ai été engagé assez vite sur Astérix en cascadeur. Ok. Voilà. Et juste après, j'ai été engagé pour faire cette tournée mondiale. C'était un live show du film Dragon. Ok, d'accord. Et j'étais un des personnages, et du coup, voilà, c'est pendant cette période-là que tu as commencé à te poser des questions. En fait, j'aime bien. Ouais. Ok. Et toi, Marc? Il était une fois. J'ai toujours fait joujou avec la caméra de mes parents. Ça commence avec mes cousins, tu sais, où on fait des petits tours de magie, où tu sais que quand tu coupes l'image, tu peux réapparaître et faire disparition, apparition. Et comme Godefroy, je suis tombé dans les arts martiaux vers 15-16 ans, dans une équipe qui s'appelle Cascade Demo Team, avec qui on a fait 10 ans après des incroyables talents. On a fait des finales Britain's Got Talent ou en France, etc. Du coup, une équipe d'arts martiaux qui, c'est un mix en fait de tous les arts martiaux traditionnels, mixé avec l'acrobatie. Et mes profs, donc mes pères spirituels aujourd'hui, qui sont Maurice Chan, Amedo Casella, eux faisaient déjà de la cascade. Donc ils étaient déjà dans le monde du cinéma. Mais jamais je me suis prétendu... et il n'y a rien qui m'a drivé vers « Ah, je veux faire de la cascade ». C'était tellement un monde prestigieux où je les voyais avec des grands yeux, et j'étais fan d'eux. Et du coup, j'ai fait les arts martiaux. En parallèle, j'étais dans une école artistique parce que mon souhait, c'était de faire du dessin animé. Okay. J'étais un élève tellement turbulent que mon dossier ne me permettait pas d'aller plus loin. C'était quoi comme école? J'étais dans une école qui s'appelle Eugénie Coton à Montreuil. Ok. Et du coup, j'ai un brevet de technicien dessinateur maquettiste qui ne m'a servi à rien. Je voulais aller dans le dessin animé, en fait, mais ça m'a pris qu'à faire de la mise en page, etc. Et je ne me rendais pas compte à l'époque parce que j'avais des cours de photo qui me servent énormément aujourd'hui, mais que je basais, j'en avais complètement rien à... on l'a tous fait. Hein. Ouais. Et la photo ne m'intéressait pas, alors qu'on faisait du développement en salle noire, etc. Maintenant, quand j'y pense avec le recul, c'était un truc ouf, en argentique, etc. Et maintenant, je passe ma vie avec les caméras dans les mains. Et donc, ça arrivait plus tard. Du coup, en étant viré de mon école, j'ai fait 1 an de maçonnerie avec mon père et je me suis dit, putain, je peux pas faire ça toute ma vie. Et du coup, mes profs d'arts martiaux, Maurice Amedo, m'ont dit, il y a un casting au parc Astérix, comme Godefroy, demain. Et du coup, je l'ai fait et c'était pour une formation de cascadeur et j'y ai bossé 14 ans. Donc, j'ai fait tous les spectacles du parc Astérix pendant 14 ans et en parallèle, on a commencé à m'appeler pour faire des tournages. Donc en tant que cascadeur, performeur sur des longs métrages. Et j'ai fini le seul truc qui m'a... Parce que j'étais tellement accroché au parc, il y a tout qui me plaisait. On apprenait à jouer, les acrobaties, les cascades, H24, c'était hyper fatigant. Et genre, t'as en fait un système où t'as des études enfin, c'est pas des études, c'est une formation, c'est ça? Ouais, en fait, on est formé pour leur spectacle. Donc, on est amené à faire des chutes de hauteur, à se faire traîner par des voitures. On fait un peu de bécane, de voitures. On a une scène où on a le dos en feu, etc. Je sais pas si tu as vu les spectacles du parc Astérix. Non, je suis jamais allé, malheureusement. Voilà, on a fait du trapèze avec des élastiques où on était amené à faire énormément de choses. Et pendant 14 ans, à pratiquer 3 fois par jour les shows, on est endurci et ça fait partie de nous, quoi. C'est ouf. Et en fait, genre, le parc Astérix a énormément aidé à la communauté de la cascade. Ouais, exact. Et c'est devenu un gros vivier pour les coordinateurs de cascade de l'époque qui cherchaient des gens chauds, entre guillemets. Bah, tu prends des mecs qui font 3-4 spectacles par jour, qui sont au taquet. Et on était à l'époque de la nouvelle génération. Maintenant, on se fait vieux. On commence à avoir des cheveux blancs et des poils de barbe blancs.
Et du coup, de là, en parallèle, j'ai toujours fait j'ai toujours eu la caméra un peu dans les mains, faire des courts-métrages avec les copains. Et avec donc les potes que tu t'étais fait au Parc les Astérix, potes que je me suis fait au Parc Astérix, qui sont encore mes potes, qui bossent avec nous, avec qui on crée toutes les scènes d'action, les prévises, etc. Mais on en reviendra plus tard. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai fait énormément de... Je dois avoir 90 films dans ma filmo, sans prétention, parce qu'au final, il y a des films qui sont hyper prestigieux en titre, où on n'a pas fait grand-chose, type Mission Impossible. J'ai Mission Impossible 6 dans mes crédits, j'y ai juste mangé des cookies. J'ai rien fait du tout. J'étais dans la salle à attendre que... Ils étaient t'étrangler, hein. Tu peux t'étrangler avec un cookie. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils étaient bons, ces cookies? Ils étaient hyper bons. Eh ben, franchement, ça va du coup, alors. Et ben, écoutez, moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a quand même un film que vous retenez, qui a un peu à changer votre vision sur le cinéma, un film en particulier que vous retenez? Ça peut être un n'importe quel âge. Sur lequel on a bossé ou non? Juste non. Une référence? Juste un film que vous avez vu dans votre adolescence, enfance, qui vous a marqué. Et ça va sûrement être un film d'arts martiaux, je pense, mais... Je sais pas, un truc genre Fist of Legend, peut-être avec Jet Li ou... pas mal. Ou Le Baiser du Dragon aussi, pareil. Je suis fan de Jet Li, donc ça sera sûrement un truc avec Jet Li. C'est vrai que Le Baiser mortel du Dragon, c'est grosse ref. Ouais. Moi, le truc que j'ai été voir plusieurs fois au cinéma, qui maintenant que le recul, je sais qu'il est un petit peu... il se fait un petit peu cracher dessus, c'est Mission Impossible 2. Les Missions Impossibles, ils sont bien aussi. Ouais. Je comprends pourquoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc un peu avec... il y a le lâcher de colombe. En fait, c'est un truc super esthétisant qui était rarement vu à cette époque-là. Et c'était, comment il s'appelle? C'est le réal, c'est John Woo. Quand John Woo a repris la licence, t'as tout le monde qui était un peu en mode genre, il va nous faire quoi? Il sortait de quoi? Il sortait de... je sais plus du tout ce qu'il a fait juste avant. C'était le film là, c'était pas le film avec l'espion là? Putain. Je sais pas dire. Mais en gros, c'est vrai qu'il y avait eu ce truc un peu de critique en mode genre, c'est too much. Et c'est vrai que c'est comme il y avait le truc un peu combat entre James Bond, Mission Impossible. C'était ça. Et que le fait que James Bond, c'était un peu celui avec tous les gadgets, un peu claqué. Et que Mission Impossible, c'était censé être celui qui était un peu réaliste, un peu plus terre à terre. Le fait qu'il y ait des gros lâchers de pigeons, qu'il y ait un truc très très esthétique, tout le monde était un peu en mode genre, en fait, c'est un James Bond bis, quoi. Mais donc je comprends. Mais en vrai, c'est vrai que les images, c'est John Woo, quoi, ça claque. Donc forcément, il fait un peu, il se différencie un peu. C'est un peu comme Tokyo Drift dans Fast and Furious. C'est un peu genre l'outsider de toute la saga. Ok, d'accord. Ok, très stylé, très bonne ref. Très bonne ref. Terminator 2 aussi, je pense, ça m'a bien fait. Ah oui, ça aussi. Ah ouais, franchement. C'est un peu les gros classiques, mais du coup, tu les sors pas parce que c'est un peu le choix de tout. Enfin, les trucs de notre enfance, quoi. Predator aussi. J'avoue. Ça, c'est des films, mais c'est vrai. Terminator 2, je pense. Ouais, Terminator 2, c'est vrai que ça. Maintenant, il met des claques encore, je pense. Moi, je pense que c'est le film que j'ai rayé la cassette tellement je l'ai rematé. Il était incroyable. Incroyable. Et c'était le début aussi pour ILM, des gros effets spéciaux, T1000, etc. C'était ouf à l'époque. Puis même, c'est objectivement un bon film. C'est ça en plus qui est stylé. C'est que c'est un film qui a vraiment réussi à avoir le public. Qui a réussi à être innovant et qui en plus est super bien écrit, donc très bonne critique de la part des gens du milieu, quoi, qui ont vraiment dit ok, waouh, là on est sur un autre level. Ok, d'accord, très stylé, très très bonne ref. Et donc chacun vous avez fait un espèce de parcours, en fait, chacun a son parcours un peu. Donc toi t'as appris ça, t'as appris la cascade donc avec le parc Astérix. Toi, vu que t'es passé par les effets spéciaux, qu'est-ce que je raconte? Pas du tout. Par les arts martiaux, c'est quand même, on n'est pas très loin. Mais par les arts martiaux, quand est-ce que t'as commencé? Tu disais que t'avais fait une école de cascade, donc que t'avais pas forcément fini, mais ça t'a quand même apporté des bases, ou alors il y a des choses, par exemple les chutes et les trucs comme ça. C'est un truc que tu as appris sur le tas avec tes potes et tu t'es dit je vais perfectionner ça. Là tu parles de vraiment l'aspect cascade. L'aspect cascade, non, c'est vraiment à l'école que je l'ai apprise. Ok. Que j'ai appris, pardon. Après, dans les arts martiaux chinois, il y a quand même des chutes et des choses comme ça qu'on fait. Surtout que moi, la partie que j'ai faite, c'était celle démonstrative. J'ai pas fait de combat. J'ai fait ce qu'on appelle des Tao en Kung Fu, l'équivalent des kata en karaté. Ok. Donc c'est vraiment la partie démonstrative. Et il y a des styles de Kung Fu qui sont comme la boxe de la culbute où tu tournes tout le temps, etc. Ok. Donc j'avais quelques bases, mais pas grand-chose. C'est vraiment arrivé à l'école de cascadeur qu'on m'a fait voir quelle est la chute de face, sur le ventre, sur le dos, sur le côté, dans les escaliers de hauteur,
etc. Avant ça, j'avais pas de... Okay. Je savais pas comment faire. Et, et quand tu dis que t'as pas fini, t'as quand même, t'y es resté combien de temps Je crois que j'ai dû faire, sur 12 sessions, j'ai dû en faire 5, je crois. Ok, ça se passe sur un an, c'est ça c'est sur 2 ans. En fait, c'est sur 2 ans et je crois que maintenant, c'est 10 sessions de 2 semaines réparties sur 2 ans. Okay, enfin, réparties sur le temps qu'on veut, mais si on les fait les unes après les autres, ça dure 2 ans. Ok, d'accord, ok. Ouais. Ok. Trop stylé. Et donc, là, vous sortez, entre guillemets, toi, tu sors du parc Astérix, c'est toi de ta formation. Toi, le parc Astérix, tu y étais allé parce que c'était une opportunité et tout ça. Donc, on est allé vous chercher, ou alors c'est vous qui avez commencé à essayer de vous frayer un chemin dans ce milieu? Tu parles de la réal? Ouais. Genre de quoi? Non, pas forcément. Genre les premiers trucs où vous avez commencé à travailler dans le cinéma. Ouais. C'est-à-dire pas forcément vos projets, ça peut être vos projets, mais vous avez commencé à travailler dans le cinéma en tant que cascadeur, vos premières expériences. Mes premières opportunités, c'était des recherches de profils jeunes. Mais je pense qu'on arrive tous un peu comme ça, la nouvelle génération. C'est quand on a besoin de jeunes sur un tournage, ou des mecs qui font un peu genre 16 piges, 17 piges, alors qu'on en avait 19, 20, on était tellement grands à l'époque. C'était ça, moi j'ai fait mon premier truc sur Elphone, un film de James Hutt, et je secourais, j'assurais Jean-Baptiste Monnier qui tombait en arrière dans la classe, il y avait plein de trucs qui se passaient. Et du coup, premier tournage avec Pascal Guégan, coordinateur des cascades français. Okay. Et ça, c'était ma première opportunité. Et du coup, comme je disais avant, on était une bonne référence de vivier talentueux, les gens qui sortaient des parcs Astérix, maintenant de Disney, parce qu'il y a aussi toute la phase Avenger maintenant qui est actuellement ouais, j'en ai entendu parler. En spectacle. Où Teddy Masson travaille, tu vois. Et ensuite, de fil en aiguille, les coordinateurs se passent le mot et on t'appelle de plus en plus. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire de fil en aiguille plusieurs films en long métrage. Et tu t'es dit, genre, à partir du moment où tu as commencé à avoir ces premières propositions et tout ça, c'est tes premiers jobs, est-ce que tu t'es dit, là, il y a un truc qui est en train de changer, il faut que je saisisse l'opportunité, ou c'était comme un flux, genre, continu, tu t'es dit, vas-y, c'est... En fait, déjà, il y a une réalité en France c'est très difficile, tu sais, on est tous en train de courir après nos cachets, il faut qu'on ait notre statut d'intermittent du spectacle, etc. Et c'est un truc qu'on pouvait s'assurer fois 3 au parc Astérix, parce qu'on pouvait faire du 100 cachets par an. Là où au cinéma, pour qu'on t'appelle sur un film, quand tu vois un peu le nombre de films d'action qui sort en France, c'est très mince. Ouais. Et du coup, pour avoir l'occasion d'être appelé, toi, sur le pauvre film d'action qui se fait en France, il doit y en avoir 2, 3 par an, tu vois. Ça élimine beaucoup de possibilités de faire tes cachets. Du coup, on avait toujours un petit peu la carte mémoire parc d'attractions. Et du coup, en parallèle, on avait la chance, pour certains, de faire du cinoche sur plateau. Et en fait, c'est d'où est venue la volonté de faire de la réal, c'est quand tu vois le résultat de ce qui avait été shooté sur le plateau et quand tu vois le résultat au cinéma, tu te dis putain, tout ça pour ça. Et j'étais tellement frustré en fait à chaque fois du montage et de l'editing final, et je me suis dit avec mes potes, je suis convaincu qu'on peut faire mieux nous-mêmes. Et de là, on s'est dit, faisons nos propres courts-métrages. Et du coup, je saute un petit peu un pas, mais on a laissé traîner nos courts-métrages sur les plateformes, YouTube, etc. Et moi, mon premier contact, c'est Philippe Lachaud qui m'envoie un mail pour me demander, on est en train d'organiser Nicky Larson, et on cherche quelqu'un spécialisé pour designer nos scènes de fight. Et là, moi, c'était mon tremplin pour, waouh, il y a un mec qui nous demande ce que nous, on est en train d'essayer de créer, quoi. Cette petite carte de réal action, ce qui n'existe pas en France. Et là, avec Godefroy, on essaye de ramer pour essayer de dépendre ça, quoi. Que c'est possible ici aussi, qu'il n'y a pas que les Américains et les Anglais qui sont capables de designer des scènes d'action. Bien sûr. Et toi, Godefroy, tes premiers jobs alors, j'essaie de me rappeler, mais en fait, j'arrive pas à me rappeler de quand est-ce que j'ai bossé sur un film la première fois. Je sais plus du tout. Je sais plus si c'est Valérian ou c'était DB9, je crois qu'il m'avait mis en répète, je crois. Mais je pense pas parce que c'est assez récent, dans ma tête. Donc je saurais pas dire 2009, en fait. Valérian, c'était 2009 ? Valérian, je sais plus.
Non. Toi, t'avais fait. C'était 2000. C'est 2013, 14. Enfin, j'avais bossé 2014. Avant dans le cinéma, je crois, mais j'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai bossé un peu aussi en contenu internet, genre Studio Bagel, des trucs comme ça. Ok. Mais je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Après, dans le cinéma, en général, on t'appelle. C'est pas toi qui vas chercher les gens. Ouais. C'est un peu différent pour le coup, des parcs d'attractions. En général, tu es au courant qu'il y a un casting, ou alors on te met au courant qu'il y a un casting, tu vas passer le casting, etc. Alors que les films, c'est plus le régleur te connaît, ou le régleur a entendu parler de toi, le régleur cascade, donc celui qui chapeaute la cascade. Et il t'appelle et il t'engage, quoi. Il y a des castings aussi, mais il y en a moins. Et voilà. Et moi, pour revenir un peu en arrière, c'est un peu parce que je savais pas trop quoi faire que j'ai fait cascadeur. C'est-à-dire que j'adorais les arts martiaux, mais je me voyais pas devenir prof. Et en France, l'état français des arts martiaux en kung-fu est un peu le même que celui d'action, c'est-à-dire du cinéma d'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a pas vraiment le niveau s'est amélioré, mais on n'est pas du tout à avoir un niveau comme les Chinois. Enfin bref. Et du coup, quand je suis revenu en France, j'étais en mode, bon, je fais quoi? Et je me suis dit, peut-être cascadeur, parce que du coup, on reste dans de l'action, il y a des chorégraphies de combat, on rencontre du monde, on change toujours d'endroit, etc. C'est pas un boulot de bureau qui est trop redondant. Ouais. Et donc, je suis parti là-dedans, quoi. Mais après, non, je me rappelle plus trop de quand ça a commencé vraiment. C'est un peu comme Marc, au début, j'ai surtout fait de l'événementiel, surtout avec le campus Univers Cascade, l'école du coup de cascade qui commençait à faire des prestations événementielles. On faisait des mini-combats pendant l'entracte d'un match de basket ou des trucs comme ça. Ok, non, je ne savais pas du tout que ça existait, ça. Ouais, ça arrive. Non, même Decathlon, des pots d'ouverture. Le personnel a fini d'installer le magasin Decathlon, il n'y a pas encore ouvert, c'est la veille. Et ils font une fête du coup pour le staff, et nous on est là, on fait partie de l'attraction, quoi. Il y a un combat qui se passe pendant le truc. Ouais. J'ai surtout fait des trucs comme ça. Et je pense aussi qu'on m'a pas trop appelé au cinéma parce que je suis pas assez grand. Voilà. Et en général, on cherche des gens qui sont plutôt 1m72, 75 minimum. Et comme je suis en dessous de 70, ça passe pas trop. Et tous ceux qui font ma taille. C'est un autre problème, ça. Ouais, c'est un autre problème. Mais tous ceux qui font ma taille, ils ont un peu ce problème. Enfin voilà, quoi. Je sais pas si ça répond beaucoup à ta question. Ouais, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où en fait, je vois cette espèce de trajectoire il y a quand même eu un truc dans votre vie, un espèce de chemin qui s'est tracé où il y a un moment, ça allait vous tomber dessus. Donc je trouve ça. En fait, moi, c'était vraiment. En fait, j'ai pas beaucoup bossé. J'ai surtout gagné ma vie en faisant de l'audiovisuel, de la captation d'événements sportifs, du montage. Et toi, tu étais à la cam et tu montais? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc, ça n'avait rien à voir avec le cinéma, quoi. Il y avait un événement il y avait une course du vélo. J'allais monter ce que captaient les caméramans, ou l'inverse. Moi, je faisais la vidéo, etc. Donc, j'ai surtout gagné ma vie comme ça. Après, des fois aussi, on faisait un petit court-métrage pour les copains, à droite, à gauche, et t'as 600 balles par-ci, 500 balles par-là pour faire ces trucs. C'est plus à l'arrache qu'autre chose. C'est dans un contexte moins professionnel. Et en fait, ce qui a vraiment changé, d'ailleurs, c'est un peu grâce aussi à toi et Kefi, c'est qu'il y a un régleur cascade anglais qui les a contactés pour être potentiellement chorégraphe sur une série à l'étranger. Et ils n'étaient pas disponibles. Du coup, ils nous ont donné mon contact. Et c'est moi qui suis parti. Et donc là, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que je travaille pas mal à l'étranger en tant que chorégraphe de combat et réalisateur des prévises. Pas du. Prévis, c'est des pré-tournages de la scène d'action. Pour faire voir aux producteurs, aux réalisateurs ce que ça donne. Et c'est surtout comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler dans le cinéma. En fait, en France, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Et là, par exemple, je suis réalisateur d'action sur une série française. Du coup, je dois réapprendre aussi, me réadapter à. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Le système français. C'est moins la fête qu'en Angleterre. C'est moins la fête qu'en Angleterre, largement. Ah ouais, pourquoi? Les budgets sont pas les mêmes, la mentalité. Ah, ok. Là-bas, c'est normal d'avoir pas d'action. Enfin, eux, ils appellent ça en général plutôt un réalisateur seconde unité. Ouais, c'est vrai qu'en France. Et c'est assez banal d'en avoir, alors qu'ici. On touche à l'ego un peu du réalisateur. Ouais, puis même au-delà de l'ego, je pense que ça fait pas partie encore de la culture du cinéma français. Bien sûr. Il y a sûrement de l'ego pour certains, mais alors là, je suis sur une série Netflix.
Et le réalisateur est génial, il n'y a aucun ego vis-à-vis de ça, ni du chef opérateur, tout va bien. Donc je pense qu'il n'y a pas que l'ego, c'est aussi culturellement, on n'est pas habitué à cette façon de fonctionner. Des prévises, c'est quoi passer la caméra à un cascadeur, pourquoi faire? C'est bizarre. Ouais. C'est encore très nouveau. Rapproche-toi un peu du micro. Donc c'est plutôt comme ça que moi j'ai commencé vraiment à travailler dans le cinéma et du coup j'ai fait plusieurs projets à l'étranger. Enfin, c'est la série pour laquelle j'avais fait chorégraphe en l'occurrence, c'était The Witcher, la saison 2 de The Witcher sur Netflix. Et après ça, j'ai fait. Il y a eu un reboot de The Crow, le préquel de The Witcher aussi. Le reboot d'ailleurs, il sera bientôt, mais je crois que ça va pas être terrible. Parce que, attends, The Witcher, c'est une production anglaise? Ouais. Ah, je savais pas du tout. Je pensais que c'était américain. Ok, d'accord. Non, c'est anglais. Ouais. Ça a été tourné en Angleterre? Ouais. En même temps, quand tu vois les forêts dans The Witcher, les décors, les trucs comme ça, je pense que. Je sais pas si ça fait pas, en fait, ça fait pas très genre celtique les États-Unis. Donc je pense que quoi qu'il arrive. Ouais. Okay. Mais ils voulaient même aller ailleurs, mais comme c'est tombé en plein Covid, ils ont beaucoup réduit la distance de leur tournage. Ok, et donc ça veut dire que ton premier job en tant que directeur de cascade, ça a été en Angleterre? J'étais pas directeur de cascade, j'étais chorégraphe de combat et je faisais les prévises, c'est tout. Ok, d'accord. J'avais aucun mot à dire sur comment on réalise l'action. Ah, ok, d'accord. Ou pas, si tu veux le prévise, après c'est leur choix. C'est juste que là-bas, c'est comme ça qu'ils font. Et c'est en ça où c'est vraiment très différent avec la France. Là-bas, c'est normal d'engager une équipe de cascade pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que le tournage ne commence, d'engager des cascadeurs du coup à temps plein, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Qui vont tester des trucs. Qui vont préparer toutes les scènes d'action, qui vont tester des choses en effet, des câblages, des trucs comme ça. Et ensuite, du coup, on fait aussi les prévises, c'est aussi normal, on tourne des prévises. Du coup, ils voient le résultat de scènes d'action. Et après, libre à eux de suivre ou pas le prévise. Et en très grande généralité, ils suivent pas le prévise. Ils vont tourner ça soit à leur manière, soit tel que le veut le réalisateur, parce qu'il y a une autre vision, soit de manière très académique, comme on tourne une scène de dialogue avec un plan large, chant contre chant, donc ils tournent dans tous les axes possibles, et puis après, basta, quoi. Ouais, on fait le montage et on se démerde avec la matière. Montage, voilà. C'est pour ça qu'en général, on a des scènes d'action qui se finissent très épileptiques. Très découpées. Entre le cadreur qui a pas la connaissance et l'expérience de l'action, et le monteur qui l'a pas non plus, on en finit avec des trucs qui sont pas très lisible en fait. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on ramène des étrangers pour aller dans des pays pour voir un peu la vision, on achète la vision, montre-nous toi comment tu le montrais, comment tu le filmerais, comment tu le rythmerais, etc. Et génial, on va rien garder. Et c'est trop bizarre parce que le truc c'est que il y a quand même une présence de cascadeurs sur le tournage qui eux c'est les mêmes ou pas qui ont fait les prévises et tout ça? En général oui, en tout cas à l'étranger ce qu'on appelle la core team qui est là tout le temps. Elle est là du début à la fin du tournage. Ok, oui, c'est ça. Okay. Et pour le coup, ça veut dire que potentiellement... Ça n'existe pas en France, la core team. D'accord, ok. C'est en gros, c'est aléatoire en France. On sait pas en gros, en France, on va t'engager les jours où on est sûr qu'on a besoin de toi. Donc là, j'ai fait des prévises. Déjà, c'est un miracle pour la série pour laquelle je bosse, là, française. Ils nous ont engagés sur le temps pour faire les prévises. Là, je suis au chômage, entre guillemets. Avant que le tournage commence. Et le tournage commence la semaine prochaine. Ok. Ouais. Et tu vas être dessus ou pas, tu sais? Je serai là les jours, jusqu'à mi-juillet, et j'ai 4 ou 5 dates. Ok. De 9h à 11h45 sur le plateau, alors qu'on n'a plus besoin de vie. Donc c'est vraiment extrêmement différent, quoi. Alors qu'à l'étranger, j'aurai un contrat qui me dit de tel mois à tel mois, t'es payé tel temps la semaine, etc. et t'es engagé sur toute la durée. On était en Angleterre juste avant sur deux projets différents. Et c'est ça, moi j'y suis allé de juin jusqu'à mars. J'étais de juin 2013 jusqu'à mars 2014 non-stop. Ah ouais. H24 dans les studios à créer. Et des fois, on a moins de choses à faire, mais en fait, c'est un truc c'est core team, on est là, on est contracté pour cette grosse période. Ici, c'est très cyclique, on est vraiment intermittent du spectacle, on a besoin de toi là, lundi 15. Voilà, c'est ça. Fin de journée, merci. Le mot intermittent prend tout son sens, quoi. Ouais. mais ça veut dire que là, sur le projet dont tu parles, ça veut dire que là, tu es en France, tu veux dire maintenant là? Non, pardon. Sur The Witcher, par exemple, tu as fait les prévises, tu as réalisé donc des prévises pour montrer tout ça, mais tu avais quand même un réalisateur, un directeur de cascade, qui était présent sur le plateau pour diriger au moment des combats. Sur The Witcher, il n'y avait pas de réalisateur de cascade, il y avait un réalisateur tout court. Ah ouais? Donc il y avait le showrunner, le réalisateur, et après il y avait le régleur de cascade, qui du coup lui juste
se charge de vérifier la sécurité de toutes les scènes d'action et de mettre en place et d'organiser ça avec le chorégraphe et les cascadeurs. Et puis en plus, c'est lui qui a une connaissance plus variée, plus grande de la cascade en général, pour régler une torche humaine, une chute d'escalier, une chute de hauteur, etc. Ils disent coordinateur, je trouve ça un mot un peu plus explicite que régleur. Et du coup, non, il n'y avait rien du tout. Et en fait, toutes les scènes d'action se sont faites comme le réalisateur le voulait. Aucun plan n'a été suivi du prévise. Il y a juste une scène où ils ont suivi plus ou moins le prévise dans la saison 2 de The Witcher. Et c'est heureusement qu'il parle anglais, qu'il ne prend pas entendre ça, mais c'est juste parce que la réal était nulle et hyper influençable que le régleur a pu le faire, en fait. A pu avoir la main mise sur ce truc-là. Mais il a toujours été crédité en régleur. Il n'est pas crédité en réal seconde unité ou réal d'action. Et moi, c'était une des seules fois où j'étais sur le plateau. Et c'était un calvaire émotionnel et psychologique parce qu'en fait, avec un autre gars qui s'appelle Laurent Buzon, avec qui j'étais aussi chorégraphe de combat et on faisait les prévises ensemble, on avait tout créé, cette scène d'action, à deux. Et en fait, tu arrives sur le plateau. Bon, lui, il était en cascadeur sur cette scène, du coup, il ne pouvait pas dire grand-chose à part être cascadeur. Moi, j'étais en tant que chorégraphe de combat sur le plateau. Mais comme j'avais jamais été avant sur le plateau, pour des raisons X ou Y, sûrement politiques, je connaissais personne, vraiment. Le cadre chez Fob, je les avais croisés, mais j'avais jamais eu d'échange avec eux. Donc, c'était très difficile pour moi d'aller les voir, leur dire attends, tu pourrais peut-être plus faire comme ça ou ça comme ça. Même Henri Cavill, qui est la star, je l'avais jamais vraiment côtoyé, donc c'était hyper compliqué pour moi d'aller le voir alors qu'il savait pas qui j'étais pour lui donner des retours. Mais vu que c'est toi qui t'occupais entre guillemets de préparer les combats, comment lui qui se combat, il se préparait comment de son côté sans jamais côtoyer les nous, quand on l'a eu, il n'est pas venu souvent, enfin quasiment jamais en fait. Moi personnellement, je l'ai jamais vu en entraînement. Pour cette scène-là, on l'a vu, je crois, 2 jours avant sur le plateau. On a fait où il a appris la choré pendant 1h30, je crois, un truc comme ça, pour voir si tout allait bien, s'il y avait des trucs à changer ou quoi. Et c'est tout. Voilà. Donc je pense, il a des bases donc, qui lui permettent d'apprendre vite, mais ça aurait été mieux qu'il vienne s'entraîner pour que ça soit encore mieux. Mais voilà, c'est la seule scène où ils ont suivi le prévise plus ou moins. Ils ont changé comme des trucs, des angles qu'ils ont changé. Genre, moi j'étais à la main, vraiment, eux ils étaient à la main, mais avec le Stabilize, c'est comme un truc qui va stabiliser l'image, quoi, une sorte de glide cam, de stead entre guillemets. Et en fait, Marc, il dit la même chose, en fait, quand on fait les prévises, il y a tellement de nuances et de subtilités au cadrage. Des fois, c'est juste un pas sur le côté, ou c'est juste légèrement pané à gauche sur un moment extrêmement précis. Et du coup, tout ça, tu le sais quand tu dois tourner ta scène, mais si c'est un autre cadreur qui prend le relais, en fait, qui lui a vu le prévise, mais on lui dit sur le moment c'est quoi l'angle, et il va le faire, il va l'exécuter. Mais il n'a pas toute la subtilité de ce que toi, tu as fait, et du coup, forcément, il peut pas l'avoir sur le moment parce que il s'est pas entraîné pour. Il n'est pas chorégraphe ni cascadeur, donc du coup, il va moins comprendre aussi la gestuelle de ce qui se passe dans le combat. Prévoir, anticiper. C'est super dur en fait de juste fermer ta bouche et d'attendre que ça se passe. Et tu vois ton truc se faire démolir la gueule. Mais c'est ça, parce que c'est votre bébé en fait, cette chorégraphie. C'est un peu. Nous, des fois, on passe 2 semaines à se prendre la tête sur chaque axe, comment passer de cet axe à cet axe sans casser la règle de machin pour garder le dynamisme, etc. Comment on triche sur ça pour pas que le mec se blesse. Comment on fait pour que ça et ça soit hyper fluide, etc. Donc, c'est vraiment une expertise de l'action mêlée à la caméra. Et ensuite, derrière, on est responsable du montage. Donc, on a tous nos petits tricks de montage pour que le tout soit super cool. Et le pire, c'est quand on le montre à la mise en scène, aux réalisateurs, etc., ils sont tous waouh, c'est mortel. Et en fait, sur le plateau, alors moi j'ai la chance qu'en France ça se passe pas comme ça, c'est complètement l'inverse. C'est ce que j'allais te demander. Là, je reviens d'Angleterre, j'étais sur Gangs of London, la saison 3, du coup on s'est occupé de toute l'action, j'étais en fight chorégrapheur avec Maxime Écoiffier et Teddy Masson qui nous a rejoint par la suite, Gary Cotonnet, et emmené par le stunt coordinateur Adam Horton qui était le même que celui pour Godefroy sur The Witcher. Et c'est juste de voir en fait le sabotage de ce beau produit sans prétention qu'on leur présente, où tout le monde est là à applaudir et dire que c'est génial et c'est extraordinaire. Et en fait, le jour J, on ne sait pas en fait si c'est un problème d'ego ou quoi, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie de se dire ouais, mais c'est pas la patte, enfin c'est pas ma patte, j'ai pas envie de faire ce que le mec a fait. Mais on est quand même rémunéré pour leur présenter ça, et derrière, ils suivent rien du tout. Mais surtout que c'est super frustrant parce que en fait, on a juste à dire
si t'es réalisateur, c'est ton bébé. Enfin, en tout cas, normalement. Ouais. Après, une série, je sais pas. C'est vrai qu'une série, t'as plusieurs réals, mais je me dis, il faut qu'il y ait un moment, parce que le producteur, ok, mais pour moi, il faut qu'il y ait aussi, pendant la création, il faudrait que le réalisateur ou alors le showrunner soit au moins un minimum présent et dialogue un peu pour commencer à leur dire, bah alors, ce que vous faites, c'est très cool, mais peut-être partez plus sur cette lancée avant de faire un produit fini et des prévises qui ne lui correspondent pas. Ouais. Quitte à ce que ce soit un petit peu de temps qui prend pour juste préparer le truc, dire nous, l'ambiance du film, c'est plus ça, j'aimerais plus ça, nanana. Franchement, c'est la communication, quoi. Ouais, c'est une perte d'argent en plus, je trouve. Une perte d'argent, de temps, et c'est frustrant pour les deux parce que lui, il n'a pas pu préparer comme il voulait parce que le résultat ne lui correspond pas vu qu'il ne le suit pas sur le tournage, le découpage. Et vous, vous avez votre bébé, votre chorégraphie, votre découpage qui n'est pas respecté. Franchement, c'est chiant. Mais c'est pour ça que je voulais t'en parler, Marc. Enfin, te demander. Toi, ta première expérience, donc en tant que. Toi, tu étais directeur donc, de cascade, coordinateur de cascade sur. Le premier que j'ai fait avec la caméra dans les mains, c'était Nicky Larson. Okay. Et du coup, j'étais réalisateur seconde équipe. Et même si au crédit, j'ai un truc ridicule, conseiller technique à la réalisation. On voit pas les gimmicks que tu fais à l'audio. Il a fait des guillemets avec sa main. Voilà. J'avais un crédit sur Nicky qui était conseiller technique même pas à la réalisation, je sais plus c'était quoi, mais un truc comme ça, conseiller technique à la réalisation des combats ou quoi. Et du coup, ce qui est très différent avec Philippe Lachaud, c'est qu'ils nous ont appelés pour designer leur scène et que c'était dès le départ, la demande était on veut que tu fasses les prévises, on veut que tu aies la cam sur le set, on veut que tu coaches les comédiens et que tu crées les combats. Et derrière, on veut que tu montes les images qu'on aura shootées sur le set. Ah ouais, putain. Et du coup, là, en fait, c'est vraiment de A à Z, tout ce que tu crées, ce sera ce qu'il y aura sur le film. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, pour le coup, c'est complètement différent de ce que j'ai vécu en Angleterre. Mais la différence de Godefroy, c'est que moi, j'ai connu la France avant l'Angleterre. Okay. Donc j'ai connu... Et on s'appelait, en fait. Et il me demandait, mais comment tu fais pour avoir la caméra sur le plateau ? Et je lui disais, faut la demander en réunion. Mais le truc en Angleterre, c'est qu'on va pas aux réunions. Ouais. Pareil, c'est un truc de politique, on n'a pas le droit de tout dire, mais du coup, voilà, la grosse différence avec Philippe. Et du coup, j'ai fait Nicky Larson, qui s'est suivi ensuite de 30 jours max avec Tarek Boudali, qui s'est suivi ensuite de Kung Fu Zora avec Mabrouk El Meshri, Sabrina Wazani, etc. Et là, juste avant, j'ai fait 3 jours max, la suite, Alibi.com 2, et là, je suis en prépa avec Philippe sur le Marsupilami. Ok. Et tout ça, à chaque fois, t'as toujours ce truc ultra satisfaisant de se dire, tout ce que tu vas faire, il y a presque 90% de chances que... Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Et c'est ce qui est cool. C'est ce qui me fait kiffer aussi à moi, c'est de pouvoir... Ensuite, on se fait des petites vidéos, en fait, comparatifs, prévises et films. Et pour montrer que vraiment, au cut près, c'est vraiment, en fait, quand on arrive sur les plateaux, les prévises qui ont été faites avec les copains en salle, on les met sur vignette, on se fait une espèce de storyboard vidéo. Et du coup, plan 1, c'est cet axe avec ce comédien. Plan 2, c'est ça, etc. On arrive sur le set en tournage avec les acteurs. On remplace les cascadeurs par les acteurs. On fait exactement la même chose. Plan 1, plan 2, plan 3, le 4, c'est ça. Et ça sert pour tout le monde. Les costumes, ils savent que l'impact de balle, il est sur le plan 7. Si vous voulez préparer le comédien, préparez-vous pendant le plan 6, parce que le plan 7, c'est là qu'on le fait, etc. Les chefs-op, ils savent exactement comment on tourne la caméra autour de quoi. Et on est imbattable en temps, quoi. Et c'est ce qu'aiment bien les Français, il faut que ça coûte pas cher en très peu de temps. Et du coup, pour être imbattable, il faut juste suivre ce qu'on a préparé en prévise. C'est hyper logique. Et en plus, je pense qu'il y a, bien sûr, il y a le côté pécunier, il ne faut pas que ce soit cher et tout ça, mais aussi le côté efficacité et assurance du résultat. Ouais. Enfin, je trouve que, je sais pas, dis-moi ce que toi t'as ressenti quand la première fois que tu as travaillé autre part qu'en France. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une frustration? Là, sur Gangs of London, j'ai pleuré les 2 premières semaines. Et ils comprenaient pas, eux, pourquoi nous, on était si attachés et si déçus de ce qui se passait. Pour eux, c'est qu'un job. Et il y a tellement de travail là-bas que c'est juste un job de plus. Là, sur le prochain film, on verra comment ça se passe. Mais ici, en fait, c'est une opportunité, il faut la saisir, quoi. Et pour eux, là-bas, c'est plus le quotidien. Ils sont là, ils ont une liste de films. Après celui-là, je fais Deadpool. Juste après, je fais Avengers. Juste après, je fais Star Wars. Et juste après, ici, c'est pas pareil. Du coup, quand on a une chance comme ça de pouvoir s'exprimer, on la saisit. Et on a la chance que, avec Philippe, par exemple, et les autres réalisateurs avec qui j'ai bossé, ils nous ont vraiment laissé carte blanche pour mener à bien toutes nos idées qu'on avait créées au départ.
C'est vraiment cool. Ouais, c'est un miracle. Pour la France, c'est un truc de dingue. Parce que le truc, c'est que ça, tu disais, c'est pas pareil la France. Ouais. Mais c'est vrai que là, ce qui est arrivé à Marc, là, c'est juste incroyable. Ok, d'accord. C'est un truc de dingue. Pour moi, là, c'est Dieu qui existe, quoi. Je suis prêt à devenir croyant. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est marrant, on s'appelait parce qu'il était en Angleterre, il a fait The Witcher préquel, etc. Et il était toujours dans le même flow de on ne fait pas ce que je fais en prévise sur le set. Et moi, c'était moi, on respecte tout ce que je fais. Et du coup, j'ai fait un bond en Angleterre l'année dernière et j'ai vu ce qu'il vivait. Ah là là. Et donc, est-ce que t'as déjà été, toi, t'as eu le même rôle que Marc Godefroy sur un film où t'as pu avoir vraiment de bout en bout la main sur le... Non, enfin je l'ai là maintenant, mais on n'est pas encore arrivé au tournage. Donc là je suis réalisateur de l'action sur une série Netflix. Ok. On n'a pas commencé le tournage encore, donc j'ai fait des prévises. Okay. Et le but c'est de suivre les prévises. J'ai eu un meeting avec eux, on a parlé que des prévises, savoir le temps que ça prendrait, combien il faudra de cascadeurs, etc. Ok. Donc c'est un truc, tu t'es dit, je le vois à l'avance cette fois, je me fais pas avoir. Moi le seul truc que j'appréhende, c'est que en fait c'est super génial d'avoir ça en France, mais l'autre souci qui va encore prendre du temps à s'améliorer, c'est les budgets qu'on va allouer à l'action. La France commence à comprendre comment est-ce que peut s'organiser l'action, mais du coup, avec ça, vient forcément des coûts différents, et c'est là que ça bloque encore. J'ai l'impression que la France s'ouvre à l'action, et même au cinéma de genre en général. Ouais, bien sûr. Quand je vois Acide, Le règne animal, Vermine, je sais pas trop quoi, un truc comme ça, qui sont des films vraiment de genre en France, je trouve ça super bien que ça revienne en France. Mais pour l'action, il y a ce truc de... la mentalité bouge, mais pas encore le budget qui va avec. Okay. Donc ça c'est un peu frustrant. J'espère que ça va pouvoir s'améliorer assez vite. Mais même les producteurs, ils sont dans le même bateau. Aussi, ils aimeraient avoir des millions. Bah ouais. Ça dépend de ce que va nous donner ceux qui investissent. Puis aussi, on n'a pas la même quantité de public. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc où on se dit pourquoi est-ce qu'aux États-Unis ils ont plus de budget ? Parce qu'aux États-Unis, même un film indépendant, il sait qu'il aura plus de visibilité qu'un film parfois un film français va avoir même à moyen budget, genre vraiment un gros budget, tu vois, pour n'importe qui. Mais par exemple, un film à peut-être 1 million en France va potentiellement avoir c'est un film avec un bon budget quand même, 1 million, enfin je veux dire pour un premier film, enfin c'est un truc stylé. Aux États-Unis, il y a des films indépendants qui peuvent coûter jusqu'à 10 millions quoi. Mais la visibilité que leur offre leur territoire, le territoire de tous les territoires qui parlent anglais, c'est une aubaine de ouf. Après en France on se rend pas compte, mais on est je pense la 4e langue la plus parlée dans le monde. On pourrait avoir une bête de visibilité. Mais c'est juste qu'on est très centré aussi sur... C'est aussi une mentalité, je pense. Aussi. La façon dont c'est produit, etc. Il y a des nouvelles générations qui arrivent et qui voient un peu les choses différemment. Donc c'est normal que ça prenne du temps, quoi. Mais bon, ça avance. Mais il faudra faire un podcast pour dire comment s'est passée la série. Ah bah carrément, J'ai juste eu un jour sur le reboot de The Crow où j'ai pas été réel seconde unité, mais c'est ce que j'ai fait quand même. Okay. Je me suis retrouvé... grâce aux circonstances, on va dire, à devoir gérer le plateau sur une nuit, sur un tournage de nuit. Okay. Il y avait la réelle seconde unité d'ailleurs qui était là, donc dont je faisais son job en gros. Okay. Lui il était complètement perdu, il me redemandait 40 000 fois à chaque truc. Donc on fait ça, c'est ça. Et après, t'es sûr que ça va marcher ce qu'on fait, parce que la machin. Je disais oui, ça va marcher, t'inquiète pas. Et j'avais la chance parce qu'il y avait l'assistant réel qui était de mon côté, etc. Donc ça c'est cool. Ouais. Donc en fait, il savait qu'en me demandant à moi, vu que j'avais fait les prévises et que j'étais le chorégraphe, que ça avait plus de sens que ce soit moi qui forcément. Qui gère le truc. Donc ça s'est bien passé, mais si t'as pas le poste, on te laisse rien gérer. Et pour venir tout à l'heure, on parlait d'ego. Des fois, je pense qu'il y a de l'ego, mais je pense aussi que des fois, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. En fait. Oui, non mais complètement. C'est juste, ils sont ignorants, mais ils savent pas qu'ils le sont. Ils osent pas dire. Mais c'est pas méchant. Le réel, il se dit c'est bon, je vais faire ma scène d'action, mais il se rend pas compte qu'il sait pas faire. Donc c'est même pas de l'ego, il pense bien faire. Alors qu'en fait non. Puis aussi, je pense qu'il y a un truc. Quand t'es réel, t'as une figure. Tu dois porter quelque chose. Et tu peux pas dire que tu sais pas quelque chose. Il y a ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux pas dire je sais pas. Si tu dis je sais pas, il y a toute l'équipe qui va faire waouh. Et donc, forcément, devant un technicien qui a l'air d'en savoir plus, qu'est-ce que tu fais, tu vois ? Genre, t'es réel, ou alors t'es content, t'es en petite équipe et tu peux dire là, vas-y, je te laisse faire. Mais limite, en fait, je trouve ça moins risqué de faire ça. Plutôt que de dire
de dire non, mais t'inquiète, vas-y, laisse tomber, je le fais. C'est beaucoup moins coûteux, même en termes de juste de dire c'est lui qui l'a fait, c'est son job, plutôt que de dire que tu sais pas. C'est là qu'avoir un d'action, c'est bien, quoi. Du coup, le réal, il peut déléguer au moment où vient l'action à quelqu'un qui sait faire, et il n'y a pas de problème, quoi. Dans tous les cas, même si là, sur la série, je suis réal d'action, je reste au service du réal. C'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il veut comme genre de combat, le rythme, gore, pas gore. C'est lui qui va me donner les indications sur la psychologie des personnages, etc., pour faire la scène d'action que lui, il veut. C'est moi qui vais la créer, mais avec ses lignes directives à lui, par exemple, qui va me dire je veux pas qu'il y ait plus de 3 mouvements par plan. Okay. Donc là, c'est une de mes contraintes. Il ne faut pas que je fasse plus de 3 mouvements par plan, ce qui est très compliqué. Alors, grande question. À quel moment le réal dit il ne faut pas plus de 3 mouvements par plan? C'est lui qui me l'a dit à la première réunion qu'on a fait. Mais c'est par rapport à quoi? Il dit je veux pas un truc comme on voit sur internet, des trucs de cascadeurs où c'est des plans séquences, ça dure super longtemps. Okay. Je trouve ça fait. En ça, je le rejoins pas mal parce que je suis pas hyper fan non plus des. Le plan séquence, ça peut être bien, mais c'est pas. Faut que ça serve à la mise en scène en fait. Quelle est l'histoire que tu racontes, et donc ton découpage va forcément changer en fonction du personnage qui se bat, du film. La focale va changer aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui changent. Bien sûr. Mais lui, c'était vraiment sa directive et toutes les références qu'il m'a montrées étaient dans ce genre-là. Par exemple, il m'a montré le combat dans le dernier Mad Max, où t'as le héros, enfin t'as Tom Hardy qui se bat contre Charlize Theron. Je crois qu'il a sa muselière de métal sur la tête, et il veut retrouver un flingue et tout ça. Et en même temps, t'as les camions ennemis qui arrivent au loin, à l'horizon, etc. Ils se battent. Et c'est vrai que c'est hyper découpé. Mais en fait, l'histoire est vachement bien racontée et le combat est top. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que c'est comme il s'appelle, celui qui a fait Green Zone. C'est non, pas Green Zone, celui qui fait des films c'est très découpé, enfin très shaky cam. Putain, comment il s'appelle? C'est pas celui qui a fait Mégaton. Mais c'est pas Mégaton. Ouais, moi quand tu me dis découpé, je pense à Tekken, mais c'est ça. Tekken, c'est la mitraillette du montage. Non, l'enfer. Non, moi je parle de celui qui a fait, je pense, le dernier Jason Bourne. Je vois pas son nom, mais oui. Ouais. Okay. Et c'est vrai que lui, il a un peu le truc à la shaky cam où en fait t'arrives pas à lire les scènes. Puis après il y a tout Hollywood qui a commencé à faire mais c'est génial. Ouais, c'est ouf. Ils ont commencé à tous. Quand tu regardes Jason Bourne maintenant, c'est hyper dur. Hein. Alors je trouve le premier ça va. Le premier ça va. Le 2 et le 3. Putain, dans les scènes de baston, c'est dur de suivre. Ils ont dû se dire ça a marché, du coup ils vont faire encore plus. Ouais, c'est ça. Le 3 c'est vraiment le pinacle. C'est vraiment t'as des combats, tu vois rien. En plus ils font avec un shutter très très bas, ce qui fait que t'as vraiment en plus un léger effet de flou. Pellicule, tu captes rien. C'est un enfer. C'est un enfer. Mais oui, je vois très bien le truc. Mais grande question, parce que là vous parlez de tournage où vous êtes entre guillemets au service du réalisateur. Mais vous avez dit aussi que vous avez réalisé des courts-métrages. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Vas-y Marc. Que dire? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Tu vois, dans votre bande, c'était Vincent Gatineau, non, qui est un peu. On a commencé, on a fait un truc en 2006, un film qui s'appelle Project 7. C'est le premier truc d'ailleurs qui a fait un petit peu parler de nous pour les coordinateurs cascades français, qui se sont dit tiens, ce petit groupe de jeunes, ils ont l'air assez talentueux. Et du coup, avec Vincent Gatineau, qui était à la caméra, je l'avais aidé un petit peu. On était 3-4 à tourner. Moi, j'étais l'acteur principal dessus. Et c'était premier test. On s'amusait à faire des câblages dans la forêt, etc. J'avais des super pouvoirs. Notre référence, c'était Akira. Donc, grosse rêve pour nous. Donc, moi, j'avais mal à la tête, etc. Et puis, je découvrais que j'avais des pouvoirs et tout. Et du coup, on s'est tapé énormément de montage. C'était les premiers effets spéciaux que tu dois apprendre via les tutos YouTube. Merci YouTube. Tout ce qui nous a appris. Andrew Kramer. Exactement. Je sais pas si tu connais Vidéo Copilot. Ouais, bien sûr. C'était incroyable. Franchement, quand tu regardes, c'est comment il s'appelle ceux qui font énormément de SFX, de VFX. Digital Corridor. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre eux, ils ont commencé, ils ont jamais fait d'études, ils ont commencé vraiment avec les trucs de montage. Tu pars de rien, c'est la passion qui t'amène à apprendre. Et c'est incroyable ce qu'ils font aujourd'hui en plus. C'est Corridor Digital. Corridor Digital, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Digital Corridor? Ouais. Mais il y a pas très loin. Il y a Corridor Screw aussi. Ils ont plein de trucs maintenant. Mais ok, d'accord, trop stylé. Donc, et c'était l'époque de quoi? C'était déjà 5D? Oh là là, non, c'était encore mini DV. Le Canon HV20, je me rappelle. On en avait acheté 2 pour pouvoir tourner à 2 cams.
Wow. Donc lui, il s'en achetait une, moi je m'en ai acheté une. J'avais pas beaucoup d'argent. C'était l'ambiance, encore à l'époque, par Astérix. Et ensuite, cam d'après, moi, c'était Canon 60D. Où, c'était, je sais même plus si c'était full frame, ça. Déjà, non, 60D, c'était pas full frame. Non, c'est pour ça que j'ai jamais acheté. Je peux rien dire, j'ai encore un micro 4 tiers, je suis sur le GH6 maintenant, c'est la honte. Hein. Et ouais, donc voilà, premier court-métrage en tant que co-réal avec Vincent Gatineau, il a bien fait un bon 70% du truc. Et après, je me suis mis, j'ai fait réaliser un gros truc de 34 minutes que j'avais projeté au cinéma de quartier, où Godefroy était passé aussi et projeté ces quelques courts-métrages qu'il avait fait à l'époque. Et un truc qui parlait un peu des policiers, etc. Et j'aime bien les trucs un peu complotistes où il faut se méfier de tout le monde, avec des meurtres et une scène de bagarre de 12 minutes que je peux plus regarder tellement que c'est long maintenant. Mais ça, c'est bien, ça t'apprend ce qu'il ne faut plus faire. Ouais, c'est ça. Mais oui, dès que tu commences, tu es avec tous tes copains cascadeurs, tu as envie de faire de la cascade de partout, faire toutes les cascades et des chutes de hauteur. Il faut que ça brûle, il faut que tu te prennes une voiture, il faut que tu tombes comme ça, il faut qu'on ait des pistolets et des lames et des trucs. Et comment tu trouvais le budget à cette époque? Il n'y avait pas de budget. C'était, on allait tourner dans des trucs hyper dangereux. On passait par-dessus les grilles, on allait tourner dans une gare de triage où il y avait encore l'électricité qui passait sur les rails. Maintenant, avec le recul, on était des oufs. Mais on se donnait les moyens nous-mêmes. Pour les percus voitures, par exemple, tu vas sur le Bon Coin, t'achètes une voiture et puis t'envoies un copain dessus, quoi. Et après, ça va à la casse. Il y a une technique, vraiment, quand même, je rassure. C'est pas genre juste le mec qui fonce et qui va dessus. Ouais. Non, bien sûr. Non, oui, avant ça, bien évidemment, on a fait énormément de répètes, de cascades, etc. Et tout est fait par des professionnels. Mais c'est juste que oui, les moyens, non, t'as pas de producteur, t'as pas de truc. Les autorisations, c'est hyper dur quand t'arrives, que t'as 22, 25 ans et que tu vas à la mairie pour demander est-ce qu'on peut aller se battre dans les rails du train. La réponse, on la connaît déjà. Est-ce que je peux faire péter une voiture sur un immeuble? Exactement. Donc ça, on va dans une forêt, dans un passage abandonné. Bien sûr. Vive les forêts. C'est vraiment à l'arrache. Ok. Mais le résultat, elle tape dans les yeux des professionnels, ça qui est marrant. Ok, forcément, il y a un truc un peu jeune, des idées. En plus, comme il n'y a pas forcément, à part tous les films qu'on a vus, internationaux, vraiment, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de référence française de cascade. Enfin, en tout cas, il n'y a que, non. En termes de perf, il y a Rémi Julien sur la mécanique, mais c'est pas de la réalisation, c'est juste de la cascade, quoi. Oui, non, mais vraiment, tu vois, film de cascade en France, je sais pas. En tout cas, de la génération. Avant nous, il y avait des films de KPDP. Je pense au Bossu, ou trucs comme ça. Ouais. C'est parti, ça a perdu. Et puis c'était encore je pense que c'est 60, tu vois, 50-60. KPDP, vraiment, genre. Après, il y a Luc Besson qui a vraiment marqué aussi avec tous ses films d'action, mais c'est vrai qu'à côté de ça. Pacte des loups, ça a pas mal marqué sa génération. Ouais. Moi, j'ai vu trop tard, je pense. Mais c'est des. Ah ouais. Ça m'a pas. Oui, à l'époque, c'est dingue. Mais maintenant, quand tu regardes, tu fais. Moi, j'ai mes potes qui m'ont dit, mais faut que tu vois ce film, tout ça. Et moi, je l'avais jamais vu. Et je l'ai vu il y a 2 ans. J'ai pas aimé. Je suis désolé. Ceux qui écoutent, je suis désolé. Je pense que c'était l'époque arts martiaux artistiques. Et là, quand tu vois les vrilles et les trucs, on était comme des oufs, nous. Bah ouais, tu m'étonnes. Star Wars, les premiers épisodes de la prélogie. Vous aviez quel âge quand c'est sorti? Je sais plus. J'étais jeune. Et ça vous avez fait quelque chose ou pas la première fois que vous l'avez vu? Parce que c'est vraiment, là, pour le coup, c'est les pirouettes, c'est les trucs. Tu parles de Dark Maul, etc. Dark Maul, ça c'était cool, ouf. Dark Maul, il était cool. Mais en général, j'ai quand même toujours été assez frustré par les Star Wars. Parce que pour moi, c'est un peu le même problème. En général, ça finit trop cuté. Et quand tu regardes comment ils font les Corées, ils tapent dans le vide, en fait. Si tu regardes vraiment la Corée, c'est comme toi quand t'es petit, tu tapes avec tes épées, ça fait du bruit là, et je trouve que c'est souvent un peu trop pareil avec les trucs de sabre laser, mais je pense que c'est un problème inhérent au fait que ça soit des sabres laser. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Dark Maul, ça a fait son effet. Ouais, tu m'étonnes. Mais il n'était pas français. C'est un cascadeur d'ailleurs. Ouais. C'était un cascadeur français, non? Il me semble, je crois, je ne me rappelle plus de son nom, mais il me semble que oui. En tout cas, je sais que celui qui joue dans Tron Legacy, celui qui joue l'antagoniste, c'est celui qui est le double, je pense, du. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est. Mais c'est un cascadeur français. Ouais, qui était dans mon équipe à l'époque, qui s'appelle Anis Chorfa. Ok, incroyable. Ouais, on a fait les festivals d'arts martiaux de Bercy ensemble. Il était dans notre équipe d'arts martiaux artistiques cascade. Ok. Et maintenant, il est. Doublure Black Panther, enfin c'est une ref là-bas. C'était le plus gros trickseur, tu sais, acrobate, etc. Martiaux, connu en France. Et du coup, il s'est fait happer par
par les États-Unis. Bah ouais, parce qu'ils ont l'argent. Voilà. Ouais. Laissez-nous nos cascadeurs. Et toi, Godefroy, réalisation? Donc toi aussi, tu as réalisé des trucs Ouais, j'ai réalisé, je ne sais plus combien de courts-métrages, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donne-nous 2 titres. Je sais pas moi, Nuts, Karate Nuts et Corona Apocalypse. Ouais. Enfin bref, moi j'ai réalisé plein de trucs, j'ai réalisé pas mal de choses pour les copains. Ok. Et un petit moment, j'ai une crise identitaire, remise en question, où en fait je me retrouvais plus trop dans la réalisation. Ok. Et c'est juste parce qu'en fait je faisais trop de trucs pour les autres et que j'arrivais pas à apporter vraiment ma vision, j'avais pas trouvé. Je sais pas, je m'étais perdu en chemin. Et du coup, à un moment, je me suis dit, je vais faire un projet, je vais réaliser d'autres trucs à moi que j'ai envie de faire qui vont sortir de ma tête, que de ma tête. Et ça a fait des petits courts-métrages extrêmement cartoonesques. Okay. J'adore l'action à la comédie. Genre à la Jackie Chan, pour le coup. Jackie Chan, oui, mais c'est plus vers le cartoon, moi, que j'aime bien. Plus l'absurde. Ah, ok, d'accord. Et je fais pas que ça, mais c'est ce que je préfère faire, on va dire, c'est mon truc favori, quoi. Ok. Et du coup, j'ai fait ça c'était un peu le test. Bon, je vais faire ça, et si j'y prends pas de plaisir et que ça me saoule toujours autant, j'arrête. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai vraiment kiffé de le faire. Enfin, j'ai des moments de doute parce que ça reste très fatigant de faire des courts-métrages tout seul. Mais du coup, j'ai fait ça et ça m'a relancé dans le truc. Et depuis, en fait, je fais que des courts-métrages. En tout cas, en général, je fais que des trucs que moi j'ai envie de faire qui viennent de moi, en fait. Je fais plus trop les choses des projets des autres, sauf si vraiment ils ont besoin d'aide ou que le projet m'intéresse vraiment. Parce que quand tu dis que tu réalisais des projets pour des potes, ça veut dire qu'en gros, c'est des potes qui avaient écrit des trucs. C'est ça. Et c'est toi qui étais à la cam, quoi. Qui était à la cam, au montage, c'est moi qui réalisais, quoi. Ok, d'accord. Qui réalisait, qui montait. Mais c'est pas forcément moi qui faisais la chorégraphie ou un truc comme ça. Genre, j'ai fait un court-métrage avec Darren Knopp qui s'appelle Shadow of 13, l'ombre du 13e. Parce que c'est un mec c'est un SDF qui est dans la rue et qui en général les SDF c'est dans la rue mais qui est un peu injusticié. C'était Darren qui était venu vers moi avec le scénario, etc. Et après c'est moi qui l'ai mis en image, qui l'ai monté, etc. quoi. Ok, d'accord. Donc ça sortait pas de ma tête. Et c'est même si ces projets m'ont aidé à comprendre plein de choses et à m'améliorer, j'en ai fait trop en fait. Et du coup, j'ai dû me recentrer sur qu'est-ce que moi artistiquement je voulais faire en fait, c'est quoi ma patte, c'est quoi mon style, et je m'étais un peu perdu en chemin, quoi. Mais après des courts-métrages j'en ai fait vraiment beaucoup. Il y a une année où j'en faisais un tous les mois, c'était vraiment un rythme de ouf. Ils sont tous sur dispo ou... il y en a plein que tu trouveras pas, je pense. Il y en a que j'ai retiré, il y en a que j'ai laissé. Mais sur mon Insta ou ma chaîne YouTube, il y en a pas mal. Ouais. Après, la majorité sont faits à l'arrache, enfin un peu comme Marc. Enfin, on a la caméra et c'est tout, c'est notre matos. On a notre DSLR et on a peut-être un ingé son, mais c'est tout. Et si on n'a pas de projo, de machino, d'assistant, de script, on fait tout, quoi. On est la production, l'assistanat. Du coup, l'image, c'est pas Netflix, quoi. Mais et encore aujourd'hui, vous réalisez des... Ouais. Bah là, j'ai un court-métrage, pour le coup, qui visuellement, là, j'ai essayé de mettre... la patate. Le plus que je pouvais avec l'argent que j'avais. J'ai fait un fan-film Wolverine. Ah, mais oui, Teddy m'en a parlé. Ok. Bah, voilà, il est directeur photo dessus. Ok, d'accord. Et j'ai fait du temps des Vikings. Il y a un teaser sur mon Insta et ma chaîne YouTube. Mais, et là, on a fini la poste. Enfin, presque. Donc on va bientôt le sortir, vraiment de t'en voir. Ça fait 8 ans que tout le monde l'attend. J'annonce. Et du coup, là, ça dure 10 minutes. Et, il y avait eu un crowdfunding ou pas? Pas du tout. Non. J'ai aucune patience pour ça. Et du coup, en général, tout ce que je fais, je me mets thunes et puis parce que je veux le faire tout de suite. Et puis voilà. Ouais, je comprends. Ce qui n'est pas du tout raisonnable. Hein. Sur Logan, j'ai mis beaucoup d'argent. Je suis content du résultat. Mais, et puis je suis pas sûr que j'aurais fait un crowdfunding. Toutes les fois que j'ai fait, ça marche pas vraiment. Je trouve, à moins d'avoir déjà être connu ou d'avoir quelqu'un de connu qui se met au projet ou alors d'avoir vraiment une stratégie de com qui est géniale, ce que je n'ai pas. Du coup c'est pas ce que je fais. Par contre je me dis que si jamais je voulais recommencer, peut-être que ce court-métrage va m'amener une visibilité qui va faire que je pourrais faire d'autres choses, mais
Mais comme c'est aussi de l'organisation, de la paperasse, des machins, ça, c'est pas mon truc. Ouais, bien sûr. Mais oui, j'ai fait vraiment plein de trucs, quoi. Ok. Des fois, il ne faudrait pas, parce que l'énergie aussi, ça prend beaucoup d'énergie de réaliser. Ouais, mais en sûr. même temps, j'adore créer. Énormément de temps, ouais. Tu te retrouves à un moment où tu as 25 projets croisés. C'est horrible. Mais en même temps, j'adore créer, donc du coup. Bah ouais, bien sûr. Et là, vu que toi, tu n'as pas forcément eu la main mise tout le temps sur le résultat et tout ça des cascades, c'était un peu aussi pour toi une manière de te réapproprier complètement. Aussi, je pense que ça aide pour tout le monde. Hein. Je pense qu'on a le plus de plaisir et de satisfaction à faire nos propres projets dehors sur le trottoir avec nos potes, en fait, parce qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui nous dit quoi faire. Et toi, Marc, tu continues à réaliser un peu ou Ouais, je suis en train de monter un truc. J'étais encore hier dessus jusqu'à 3h du matin. Ok, trop cool. Avec Teddy Masson, chef-op. Tu vois, il est meilleur chef-op de tout le monde, le mec. Ouais, un petit truc qu'on a fait juste avant de partir d'Angleterre quand on a fini Gangs of London. Où on s'est pris 2 soirées pour shooter un petit fight dans un lieu hyper cool avec des LED dans tous les sens. Donc on s'est dit comment créer un petit scénar un petit peu futuristique. Donc on parle d'intelligence artificielle, etc. Ça fait 4 minutes et quelques et j'espère le sortir dans moins d'1 mois. On s'éclate sur le montage avec Maxime Écoffier. Ok. Et voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et à côté, je fais la prépa de Marsupilami qui commence à tourner en juillet. Donc je me prends un peu de temps, mais préoccupé quand même beaucoup par plein de choses. Ouais, je vois ça, ouais. C'est très très cool. Et des envies ou pas de grosses réalisations? Carrément. Ouais. À qui le dis-tu? C'est clair. De mon côté, j'ai plusieurs longs métrages qui sont en développement, mais voilà, on n'a pas encore trouvé de prod. Ok. Mais je développe des trucs, mais ouais, c'est le but, c'est d'être réalisateur de ses propres films, et voilà quoi. Et toi? Et moi, j'ai un scénar qui est dans ces locaux-là, qui est en V1, et je suis en train d'écrire la V2. Ok, trop cool. Je suis suivi par Philippe Lachaud, la bande à Fifi. Okay. Donc ça, c'est hyper cool. Et voilà, je suis en train d'écrire un film qui se passera à Paris, dans le futur, que je co-écris avec Anaïs Comte, qui m'aide à écrire ce film. Et je peux pas trop en parler, mais oui, j'ai dans l'espoir de pouvoir tourner ça très vite, même si je suis très occupé. Donc c'est dur en fait de jongler entre tes propres projets, l'écriture, des petits courts-métrages, c'est histoire de continuer d'exister, mais et de bosser pour d'autres réals sur d'autres films, quoi. Parce que est-ce que c'est dur de refuser des projets? Parce que c'est vrai que c'est dur. En fait, c'est tellement pas cher, mais c'est tellement rare qu'on t'appelle pour quelque chose que de pouvoir se permettre de dire celui-là non. Quand on dit celui-là non, c'est 7 mois de chômage, quoi. Okay. Donc c'est plus par rapport à ça, quoi. J'ai eu le cas avec la série Netflix que je fais là en ce moment. Comme c'est à la française, je sais très bien que je vais pas travailler tout le temps et que ça va être une date par-ci, une date par-là. Et à côté de ça, je sais que je peux repartir peut-être 6-7 mois sur un gros projet où je vais travailler tout le temps, je vais faire beaucoup plus d'argent qu'en France. J'ai dû refuser ça. Et pareil, il y a une semaine, un autre régleur qui m'appelle pour faire Fight Co. Et un chorégraphe et prévise, pareil, pendant 6 semaines en Angleterre. Okay. Et je suis obligé de dire non, en fait, parce que on essaie de voir si si je peux faire les deux. Mais au final, je me dis, non, mais les dates, elles vont changer ici. Ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est super dur. Donc, à moins d'avoir un régleur, ou en tout cas une équipe de production et de cascade de l'autre côté de la mer qui est hyper ouverte et qui te veut vraiment. Sinon, c'est super compliqué, en fait. Les tournages, tout change tout le temps, etc. Donc, et ça vous arrive ou pas d'avoir une... Ça vous est arrivé ou pas d'avoir une colle sur un combat où vous, genre, entre ce que le réalisateur voulait, ce que l'équipe... ce que tout le monde voulait, et la compatibilité avec ce que vous vouliez faire, ça vous a demandé plus d'efforts que d'autres? Je sais pas si tu m'engendres là-dessus, mais je trouve que les colles, elles sont surtout quand les demandes sont contradictoires, ou alors en tout cas ne peuvent pas aller ensemble. Parce que du coup, le problème quand tu es chorégraphe, c'est que tu dois faire un peu plaisir à tout le monde. Ouais. Certes, tu dois amener tes idées, mais il y a le régleur qui a ses idées, des fois il y a l'assistant réel qui a ses idées, le producteur, il y a l'acteur qui a ses idées, il y a le réalisateur qui a ses idées. Et des fois, ils vont pas ensemble, en fait. Ou alors même dans le scénario, des fois, même ceux qui écrivent ne connaissent pas forcément bien l'action. Donc, ils vont écrire des trucs qui sont pas faisables ou qui se font au cinéma, mais qui sont très durs à gérer en chorégraphie. Par exemple, des combats contre un gars qui n'a pas d'armes à feu contre des gars qui ont des armes à feu, c'est horrible à chorégraphier. Parce que normalement, les gars, ils restent de loin, ils tirent, c'est fini.
Et dès que le gars va se rapprocher d'eux pour les tuer, bah, ils vont reculer pour continuer à tirer. Bah ouais. Donc, il y a que John Wick qui. Donc en ça c'est compliqué en fait. Du coup, des fois, on se casse la tête à essayer de faire que ça puisse être quand même cohérent. Pour qu'au final, ça rende rien à l'image d'ailleurs. Ouais. Mais pour moi, c'est ça plutôt l'école. Il y a des trucs qui sont plus durs à faire que d'autres, où il faut réfléchir, mais en général, on trouve toujours une solution. Pour moi, le plus dur, c'est surtout de jongler avec les envies de tout le monde et la cohérence et la qualité que toi tu vas faire. Des fois, il y a des trucs. Je me rappelle sur The Witcher, justement, il y avait une idée qui avait été faite par un des acteurs, et il n'y avait aucun de nous qui l'aimait. Cette idée, on l'a fait quand même en prévise, en se disant, bon, on va le faire, et il se rendra bien compte que c'est pas bon son idée. Ils ont adoré. Et il a adoré. Il fait, ouais, c'était exactement ça que je voulais. J'étais, putain, merde. On aurait dû faire exprès de mal le faire, parce qu'on a fait son idée en essayant de bien le faire. Oui, bah oui. Mais oui, faut pas que ça fasse genre, vous avez essayé de capoter le truc. Ouais, et c'est signé de ton nom, la honte. Ouais, ça n'a pas fini dans la série finalement. Mais... Ouais, parce qu'ils respectent pas. Non, même ça change tellement. Enfin, ça aussi, c'est encore team à l'étranger. Là, hier, je regardais je regardais les prévises qu'on avait fait sur The Crow. Et il y a un prévise, on a une V10, une version 10. Là, en France, je dois faire une version 2 d'un des combats, et c'est aussi un combat pour réussir à pouvoir le faire. Donc, du coup, on n'est pas du tout dans le même budget et la même attention qui est prêtée à ce qui est dépensé, quoi. Il y a tellement plus d'argent. Ouais, bah ouais. Enfin, je sais pas, sur la colle, je sais pas si toi tu rejoins ce que la même chose. Ouais. Surtout quand tu me parles d'armes à feu, etc., c'est exactement le principal problème qu'on avait avec Max sur la création des combats. C'est quand dans le scénar, tu vois qu'il y a un mec qui a une machette et qui est en face de 3 gars qui ont des guns avec 12 balles chacun. Ouais, et on veut que tout soit vidé. Ok. Mais le mec n'a pas de super titane. Ouais, le mec, et c'est là où c'est hyper dur. Et du coup, tu arrives tout de suite dans un truc un peu logique. Non, mais c'est impossible. Le mec dans la salle, il rentre, il bute tout le monde, ça dure 2 secondes le fight. Non, il faut vraiment un truc d'1 minute 30 ou... Ouais, mais c'est pas logique, ça va pas ensemble. Enfin, il y a un truc où faut revoir. Et c'est très... La grosse colle qu'on a eue pendant le fight, on veut que la nana se rende compte que son adversaire a un couteau sous son pantalon, à la cheville. Là, tu dis... alors déjà, c'est un peu passé de mode, tu vois, les couteaux à la cheville, alors que le mec a une arme. Vois, j'ai toujours un couteau à la cheville sur moi. Et pareil, pour se rendre compte, il faut qu'elle puisse tirer sur le bas de pantalon pour se rendre compte qu'il y a quelque chose en dessous de caché. Et plein de trucs. Du coup, comment tu l'amènes dans le fight ? Ok, bah, il faut qu'il la kick pour qu'elle attrape la jambe, qu'elle fasse « Waouh, il y a quelque chose de caché, je vais soulever le pantalon pour prendre... » Et là, en fait, dès que tu rentres comme ça dans une discussion, tu te dis « Mais non, mais elle est nulle, cette idée. » Mais le réal le veut. Ok, bon, on va te le faire. Et ça a fini comme ça. Oh, waouh, un couteau, yes, c'est bon. Et voilà, quoi, vous l'avez. Et ils sont contents. Au final, on est assez obligé de suivre le script quand même, parce que quand on prend des libertés pour proposer autre chose qui marcherait mieux, finalement, ils reviennent quand même sur ce qu'ils ont écrit dans le script. Et j'ai le même truc pour The Witcher, où il y a une scène où c'est un mage qui attaque un des Witcher, le mentor de tous les Witcher, et c'est dans leur laboratoire où ils dissèquent les monstres, et donc forcément il y a plein d'outils partout pour disséquer les monstres, des scies, des couteaux, des marteaux, des machins. Il faut rien utiliser. Et dans le script c'est marqué que donc le mage arrive, il lance une boule de feu, non c'est le Witcher qui lance un pouvoir sur lui, le mage avec son feu il dévie le pouvoir. Et donc, le mentor des Witcher, là, il se dit, je vais attaquer au corps à corps ce mage, parce qu'en plus, il est censé être un peu fatigué à ce moment-là, donc il a plein d'autres pouvoirs, mais il est trop fatigué pour les utiliser. Déjà, c'était un peu chelou pour moi. Mais dans le script, il marquait qu'il prend un balai et qu'il le casse en 2 sur sa cuisse pour en faire 2 bâtons. Et je me dis... mais what ? C'est un putain de Witcher, il a des pouvoirs de ouf. Il a une épée dans le dos. C'est le mentor de tout, donc c'est le meilleur. Là, il n'a pas l'épée avec lui, mais il est quand même entouré d'outils pour disséquer des gros monstres, en fait. Donc, il a plein de trucs qu'il pourrait utiliser. Et ça plutôt pourrait être génial, en plus. Ça pourrait déchirer. Mais non, ça va être le balai. En plus, c'est comme le couteau à la cheville, c'est hyper kitsch, le truc. Je prends un balai, je casse en 2 pour utiliser avec des bâtons. Que de billard. Putain, et c'est là qu'on est obligé de... J'avoue, la queue de billard. De le faire quand même, quoi.
Classique, la queue de billard. Ouais. On casse toujours en deux une queue de billard. Ça, c'est la base. Ouais. On peut réutiliser des idées anciennes comme ça, mais il faut les réutiliser pour surprendre le spectateur. Mais là, il n'y a pas ça, quoi. Donc, En tout cas, n'essayez pas chez vous, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, elles ne sont pas en bois, elles sont en plastique. Donc, vous allez vous faire très, très mal. Ouais, c'est clair. Ou alors, vous allez mettre beaucoup de temps et vous allez avoir mal à la jambe. Ouais. Et toi, Marc, la première fois que tu es arrivé donc, sur ce projet, est-ce que tu as eu un problème un petit peu de légitimité de te dire « Waouh, là, je suis passé à des courts-métrages ». Je parle de Nicky Larson. Ouais, Nicky Larson. Ouais. La première fois que en gros, tu as pu être réal de cascade, est-ce que tu as eu un petit souci où tu t'es dit « Waouh, l'ampleur du truc, là, ça fait un peu peur ». Nicky Larson, ça faisait flipper. Ah ouais. D'autant plus que le premier fight qu'on a fait, c'était le fight final du film. Gros gunfight, 2 contre 20. Pareil, petit problème parce que sur les premiers repérages c'était 2 contre 20 mais tous sur le même endroit, et en fait ça a fini où ils étaient sur une plateforme centrale dans une centrale nucléaire, et du coup tous les autres étaient sur une coursive, donc à distance. Donc là tu dis ok, donc on doit tuer des gens à distance, il n'y aura jamais aucune altercation, etc. Donc ça a fini qu'en gunfight, en gros on l'a stylisé très manga pour que ça fasse un petit truc avec l'aura un peu sexy où les deux sont là l'un sur l'autre, etc. Et puis ils shootent au-dessus des épaules des autres pour shooter tout le monde, etc. Et en fait, la particularité de Nicky Larson, c'est que juste avant, j'étais doublure de Dane Diane sur Valérian, le film de Luc Besson, avec Laurent Demianoff. Et du coup, quand je suis arrivé sur Nicky Larson, toute l'équipe technique, c'était celle de Valérian, qui me connaissait en tant que cascadeur doublure. Et là, du coup, je me retrouvais à leur donner des ordres de le travelling, je le veux comme ça, la caméra, il me faut ça. L'objectif, c'est celui-là. Il faut que j'ai les rigs pour ce plan. Ensuite, il faut que ça bouge ici. Il faut qu'on aille plus vite pour changer les lights. Les lights doivent être ici, etc. Et du coup, j'avais des regards un peu de haut des gens qui m'avaient côtoyé juste avant en cascadeur. Donc, c'était hyper dur à vivre, mais j'avais quelqu'un de très humain à mes côtés qui s'appelle Philippe Lachaud et qui a fait que de m'encourager, de me soutenir. Et ces mots étaient, tu me rappelles quand j'ai commencé, où tu as tout le monde qui te regarde un peu, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Et là, j'ai subi un peu la même chose, j'ai vécu la même chose. Donc, vu par les grands, tu vois, il y avait les grands chefs-op, grands techniciens, etc. Et tu te transformes, hier, tu étais cascadeur et maintenant, tu es metteur en scène de l'action, quoi. Du coup, c'était... Mais ça a été très vite. C'est dès qu'ils voient que tu es quand même efficace. Et j'avais monté les images très vite pour qu'ils voient le rendu de la scène. Une semaine après, on avait le fight final sur mon téléphone. Donc, c'est là où tu marques un peu des points. Donc, ok, les mecs, en fait, sont talentueux. Donc, là, tu as passé un petit peu ton cap et tu es validé pour la suite. Mais c'était très dur à vivre au départ. Souvent, c'est là la claque qu'ils se prennent. C'est quand ils voient le prévise et à la vitesse à laquelle il a été fait. Tu leur rends une scène finie, en fait. Tu as fait un court-métrage pour eux en une semaine. Ouais, c'est ça, en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Avec les VFX. Il y a tout le monde qui se demandait, mais du coup, les images, tu les as eu où? Et en fait, tout ce truc-là, le mec qui va chorégraphier, mettre en scène, c'est celui qui va filmer, qui va récupérer les rushs, les monter, nous les montrer dans 4 jours. Et en fait, ça n'existe pas. Et du coup, rien que ça, eux, quand ils filment leur truc, ils attendent les projets-tests, quoi, dans 4 mois. Ouais, c'est ça, Pas dans 3 jours. Et du coup, on a ce truc-là avec Godefroy, on charbonne, quoi. On charbonne, il faut qu'on voit tout de suite si ça marche. Et on a ce truc-là aussi d'être habitué quand on fait nos propres courts-métrages. On sait qu'on a 3 jours, et si tu veux voir s'il y a des trucs à retaker, des prises à refaire si elles sont pas bonnes, et tu montes le soir, parce que tu sais que demain, tu as l'opportunité de peut-être re-shooter ce que tu as foiré le jour d'avant, tu vois. Et moi, court-métrage ou long-métrage, pour moi, c'était pareil. Je me butais le soir pour arriver avec tout le montage déjà fini de Nicky Larson. Et voilà. Ce qui faisait qu'on était efficace sur le set. Ok. Et toi, non, t'inquiète. La première fois que t'es arrivé, donc quand t'as été appelé pour le tournage, toi, la première fois que t'as été régleur de cascade, c'est ça? Chorégraphe. Ouais. C'était sur The Witcher. The Witcher, ouais. T'étais pas trop stressé? Tu t'es pas dit genre, waouh, je suis tellement un imposteur? Beaucoup de pression. Je suis parti vraiment de faire mes courts-métrages seul tout sur le trottoir avec mes potes à chorégraphier des scènes de combat pour The Witcher. J'ai tremblé des genoux, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et en anglais? T'as encore un truc spécifique en plus. Anglais, personne te connaît. D'où il vient ce Frenchie là. Donc, ça, c'était vraiment gros coup de pression. Après, au fur et à mesure du temps, moi, je faisais toujours au mieux, de toute façon. Ils se sont rendus compte qu'on faisait du bon boulot. Donc voilà, quoi. Le coup de pression est passé assez vite, on va dire.
Mais ça a duré. Enfin, avant de partir, j'étais en stress. Les premières semaines aussi. Surtout qu'au tout début, j'ai pas été chorégraphe tout de suite. J'ai été d'abord assistant chorégraphe. Et c'est sûrement plus tard, peut-être 2 mois après la prépa, que les chorégraphes principaux sont partis et que moi j'ai pris le relais avec Laurent Buzon, qui était à la base là que pour 3 semaines de VFX, mais qui est devenu aussi chorégraphe de combat. Ok. Mais oui, c'est toujours stressant, même là sur la série française Netflix où je vais du coup réaliser les combats. J'y pensais hier. Je me dis, dans le tournage il approche. Là, surtout qu'il y a quelques scènes que je vais vraiment réaliser totalement. Ok. Genre, je vais pas juste arriver pour faire l'action. Il y a une scène, par exemple, il y a une scène de viol. Et c'est moi qui vais devoir diriger l'actrice, le violeur, etc. Et le réel principal n'est pas là. Donc du coup... carrément. Ouais, c'est moi qui vais réaliser toute l'action. Enfin, toute la scène. Et le showrunner sera là ou pas au C'est moins le même personne. Et il sera pas là. Il sera sur une autre... en train de shooter à côté. 10 minutes plus loin, mais il n'y aura pas le temps de venir, quoi. Donc là, tu te dis, ok, c'est vraiment moi qui fais faire les dialogues, les machins, les trucs. Et je sais que je sais faire, parce que je l'ai fait plein de fois avec mes courts-métrages. Bien sûr. Donc j'y vais sans trop réfléchir. Mais au fond, je sais que je me dis, ok, faut pas que. En fait, c'est juste que je peux pas me louper, en fait. Ouais, c'est ça. J'y vais, faut pas que je fasse de la merde. Voilà. On verra bien. Si jamais je suis au chômage toute ma vie, que ça va foirer. C'est que ça va foirer. Ouais. D'accord. Eh ben. Oui, il y a 3. Mais après, en général, les scènes d'action se font en partenariat avec le premier réalisateur. Ok. Enfin, il y a 3 scènes que je fais où il n'y a que moi. Il y en a 1 ou 2, je crois, où il est là aussi. Ok. Waouh. Eh ben, écoutez, c'est intimidant, ouais. Hâte en tout cas de voir vos 2 cours qui vont, d'après ce que j'ai compris, qui sortiront dans peu de temps. Eh ben, écoutez, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? C'est le moment anecdote. C'est mon fatidique. Je sais pas trop. Donc, je vous rappelle, vous nous racontez une anecdote. Ça peut être la vôtre. Nous, on préfère. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas nous partager une anecdote, partager une anecdote d'un directeur, réalisateur, chargé, chorégraphe de cascade, qui vous paraît pertinent. Ou alors marrant. Je cherche, c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Il y a plein de trucs comme ça qui pourraient être des anecdotes, mais ça peut paraître banal aussi, quoi. Ouais. Je sais pas, genre, moi j'avais tourné au Cambodge, je faisais cadreur, enfin j'étais chef-op pour le coup, même si j'étais plus cadreur que chef-op, et comme il n'y a pas de budget, qui s'en foutait un peu de pas mal de règles là-bas, c'était un peu sanglant, et il y avait un gars qui avait vraiment des boyaux de porc sur lui, sauf qu'ils l'ont vraiment laissé sur cette table mort. Enfin, lui faisant le mort toute la journée. Et donc, du coup, ça schlinguait, ça puait dans la pièce. Et j'étais le seul à dire, mais enfin, vous vous rendez compte quand même qu'il est dans le fond, qu'on voit à peine, on voit un truc rouge sur son ventre. Retirez ça va pas schlinguer. En plus, lui, il est à côté, alors que moi, je suis à 15 mètres et pourtant, j'en peux plus. Et oui, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, mais en plus, on peut faire des faux boyaux, mais là-bas, ça coûte moins cher de juste prendre vraiment de tuer un cochon et mettre la tête dessus. Ah putain. Mais des trucs comme ça, il y en a à l'appel, mais c'est compliqué à trouver une bonne anecdote. Ou alors l'acteur qui disparaît. Aussi, moi, j'avais l'acteur sur The Witcher en répète. Et on voyait que ça le faisait chier d'être là. Il était là parce que la production voulait qu'il s'entraîne et que comme c'est un des Witcher, il fallait qu'il s'entraîne, etc. Okay. Un des Witcher. Ah, c'est pour la sequel. Enfin, C'était sur The Witcher, la saison 2. Là. Il y a un des acteurs qui vient. Il dit, pourquoi je dois m'entraîner? J'ai une doublure cascade, je m'en fous. Et en soi, il n'y avait pas de tort, vraiment. Je ne pourrais pas vraiment dire grand-chose. Mais et à un moment, je peux aller fumer une cigarette, je reviens. Et il est parti fumer, il n'est jamais revenu. Et en fait, l'assistante le cherchait aussi. Et en fait, il se baladait dans le studio. Il allait à droite, à gauche, il faisait ça live. Parce qu'on comprend un peu, mais franchement, au bout d'un moment, je sais pas, c'est pas cool, tout le monde qui t'attend, qui est rémunéré pour ça. Mais je pense qu'il était un peu sous des trucs. Produits. Sous des produits. Des produits, voilà. Produits pas très bio. Il y a ça, il y avait une autre après. C'était quoi? Je cherche en parallèle. Il y avait un autre truc. Ah oui, c'est toujours sur les acteurs, mais ça m'a fait beaucoup rire. J'ai travaillé en chorégraphe aussi sur un film avec Jamie Foxx et Cameron Diaz il n'y a pas très longtemps.
Et Jamie Foxx vient sur le set avec un mec qui est une enceinte portative, mobile. En fait, il a un sac à dos avec des enceintes dessus. C'est un sac à dos enceinte. Et le mec le suit partout et met la musique de Jamie Foxx. Enfin, de Jamie Foxx, que Jamie Foxx veut mettre, quoi. C'est une sorte de... je sais pas, c'est un... J'arrive pas, je sais pas, c'est bizarre comme Attends, job. ouais, ah d'accord, non parce que moi je pensais que c'était dans le film. Non, c'est dans la vraie vie. C'est comme si Marc était mon assistant et qu'il avait un sac à dos avec qui est une enceinte en fait. Et il me suit partout, il arrive sur le plateau et tout, il y a la musique et tout. Et j'ai fait des vidéos. C'est trop drôle. Après, je dis pas ça contre Jamie Foxx, il est super, il est cool. Hein. Mais Jamie Foxx, si tu nous entends, ça fait vraiment l'entrée américaine, quoi. Ah ouais, ça fait vraiment, c'est un peu, j'avoue, ça fait un peu caprice de star quand même. Ah ouais, clairement. Mais c'est comme il s'appelle Tom Cruise qui fait venir son barista. Ouais, exactement. Ouais, en ça France. C'est vrai. Ouais. Mais au final, le mec, d'après ce que j'ai compris, j'ai des potes qui étaient sur le film. Ouais. Il était pas non plus, c'est pas le mec le meilleur barista du monde. Hein. C'est vraiment genre le mec. Parce qu'il venait avec son petit café de Colombie, je l'ai goûté. Il était très bon. C'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Il avait son petit colombien avec son café spécial, etc. Juste pour Tom Cruise. Ok. Ouais. Je sais pas, il y a tellement de petits cafés à Paris quand même. D'excellents. C'est clair, surtout en France, quoi. Ouais, Si tu es en France, tu prends un café qui vient d'un gars qui vient d'ailleurs. Enfin, pourquoi pas. Hein. Ouais. Bah, en tout cas, ce truc avec Jamie Foxx, c'était vraiment drôle. Bah, franchement. Heureusement, il fait pas ça très longtemps. C'est surtout quand il arrive. Ça dure peut-être 5 minutes, donc c'est chiant pendant 5 minutes parce que du coup tout le monde essaie de communiquer pour organiser le tournage à temps. C'est à son arrivée, c'est genre en mode Witness Me, c'est ça? Exactement. Wow, ok. Oui, un peu égo quand même, hein, un peu égo trip. Ouais. Ok. Et toi, Marc? Ah si, tu sais quoi, je viens d'en trouver une géniale. Je suis au Caïman en train de tourner avec Ron Perlman sur un film qui s'appelle The Baker, qui vient juste d'être posté sur Netflix. Et en fait, le film d'après, c'est Nicolas Cage qui vient. Et Nicolas Cage ne se déplace pas sans sa coiffeuse. Ok. Voilà. Et sa coiffeuse a une particulier. Ouais. Okay. Il y en a plein, mais je ne peux pas les dire. C'est violent. Sa coiffeuse a une particularité, c'est qu'elle ne se déplace pas sans sa plume d'aigle. Et c'est un aigle royal, etc. Et c'est le genre de truc que tu ne peux pas passer en douane. Et genre, c'est un truc porte-bonheur ou ah ouais, c'est un truc gris-gris et je ne me déplace pas sans ma plume d'aigle royal. C'est hyper important pour moi, etc. Pardon pour ceux qui ont dit gris-gris, mais moi je trouve ça ridicule. Voilà. Et du coup, pour passer la plume d'aigle royal à la douane, il fallait donner $20 000. Et du coup, les prods ont réussi à la convaincre de ne pas la ramener parce qu'il y avait possibilité que les douaniers la gardent et la brûlent. Et la brûlent, exactement. Et du coup, ce qui a fait qu'elle est venue sans la plume. Et quand on a appris ça, on était très proche des prods et du coup, ils nous racontaient énormément de choses sur les conditions que les acteurs demandaient, alors que tu es juste sur une île paradisiaque, que tu viens faire un film tranquillou. Mais, et on vit pas sur la même planète. Non, c'est ouf. Et c'est là où toi, tu es en train de te battre pour avoir un cachet pour ton copain, parce qu'il manque un cascadeur sur le set. Ouais, mais moi, j'ai ma plume d'aigle à ramener, les gars. Ouais, c'est ça. Au moins, ils n'ont pas payé, tu vois, parce que dans certaines prods, ils payent en direct. C'est clair. C'est clair. Ciao. Mais par contre, payer quelqu'un, c'est... Attends, est-ce qu'il est vraiment utile pour l'équipe? Ils vont te fouler. Ah, c'est l'enfer. Ouais, Nicolas Cage est arrivé et il a demandé une somme avec 6 chiffres en per diem. Donc, c'est ton argent de poche sur place par semaine que tu demandes à la prod, alors que tu es logé, nourri. Il avait des per diem à 6 chiffres par semaine. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que déjà, il galère à trouver des projets qui le mettent en valeur. Donc, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il a eu une énorme perte de vitesse. Tu fais pas. Là, il commence à rebondir. Il rebondit un petit peu, mais bon, faut pas non plus, tu vois. Genre, il l'a fait pendant des années, ce genre de truc de demande. Après une traversée du désert, tu te calmes un peu sur ce genre de délire, tu vois. Je sais pas quel acteur a fait ça aussi. C'est comment il s'appelle, c'est Iron Man. Robert Downey Jr. Qui lui a vraiment une grosse traversée du désert. Et c'est vrai que quand il s'est retrouvé propulsé sur Iron Man, tout le monde a dit c'est l'acteur le plus adorable, le mec il est pas compliqué, il dit rien, il se plaint jamais et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'il recommence à se plaindre un peu, d'après ce que j'ai compris. Il refuse de mettre le casque d'Iron Man. Mais effectivement lui il en pouvait plus du casque d'Iron Man. Mais d'après ce que j'ai compris, il est pas, tu vois, il a pas un gros ego trip. Encore une fois, hein, d'après mes sources qui sont écrites sur ma main. Mais sinon, en dehors de ça, je trouve ça bizarre de faire ce genre de truc. Et ben écoutez, est-ce que vous avez un conseil à donner, à résumer en quelques secondes, quelques minutes,
Un conseil pour quelqu'un qui voudrait faire ça. Franchement, ce serait la persévérance. En fait, ça paraît tellement loin, tu vois, de pouvoir mettre les pieds sur un plateau tout court déjà en figu. Tu sais, c'est compliqué. En cascadeur, ça l'est encore plus. En réalisateur d'action, ça l'est encore plus. En réalisateur tout court, ça l'est encore plus. Mais j'ai l'impression qu'on peut tout atteindre et que tout peut se réaliser. Donc, ouais, la persévérance, jamais lâcher. Et toi, Godefroy ? Pareil que Marc, et je dirais aussi de vraiment faire l'effort de trouver sa propre vision. Okay. En fait. Je trouve que parfois on essaie trop de faire un peu comme les autres font, ou comme il est bien de faire, ou comme c'est la mode de faire, et un peu de manière inconsciente. Et je trouve qu'en tout cas en termes de réalisation, c'est super important de trouver en fait quelle est la chose à laquelle je suis sensible en fait. C'est quoi ma patte, qu'est-ce que je vois dans ma tête que j'ai envie qu'on voit à l'image en fait. Et ça, j'aime beaucoup ça dans un réalisateur comme Tarantino, etc. Ouais, on voit la patte quoi tout de suite. Tu sais pas qui a fait le film, tu regardes la scène, tu dis ça on dirait du Tarantino, ça on dirait du Shyamalan, ça on dirait du... Et ça, je trouve ça vraiment bien pour un réalisateur. Et est-ce que vous diriez pas aussi, si on parle vraiment de chorégraphe, en tout cas de cascadeur, de tout ça, commencer les arts martiaux tôt ou pas? Bah oui, forcément. Oui. Vous avez commencé à quel âge, juste pour... comme Godefroy, moi pareil, 15 ou 16 ans. Ouais. Ouais, en fait, après, ça a été juste, vous avez tryhard dans le truc. Et pour le cascadeur, en tout cas, c'est vraiment essayer en fait d'être polyvalent, faire un peu de gymnastique, faire un peu d'arts martiaux, faire un peu de parcours. Surtout maintenant, il faut vraiment être polyvalent, quoi. Comme ça, si on t'appelle pour faire une chute, tu sais faire un truc d'escalier, du parcours, une accro, du combat... la polyvalence, c'est vraiment pour la cascade même, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Ok, très cool. J'en parle vite fait. Speed Critique, est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de John Wick? J'en pense que moi ça me sort un peu par les yeux. En fait, je trouve que la perf est incroyable, que c'est incroyable d'avoir un film comme ça en Occident, parce qu'en fait des films d'arts martiaux blockbuster, à part John Wick, je vois pas trop. Il y a des films d'action, genre Fast and Furious, tout ça, mais John Wick, c'est vraiment un film blockbuster d'arts martiaux. Donc en ça, je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont très bien dedans, mais pour moi, c'est juste que c'est overdose, quoi, en fait. C'est trop long, trop long, et plein de trucs auxquels je crois pas, avec les flingues, et les vêtements et tout. Mais j'irai quand même voir, s'il y en a d'autres, j'irai quand même les voir, hein, parce que faut les regarder. C'est un florilège de cascades. C'est des films c'est un film en tout cas qui a impacté réellement la culture de l'action dans le monde, donc je pense que c'est des trucs à voir. Et encore une fois, la performance est incroyable. Keanu Reeves, il est incroyable malgré son âge et tout ça, il va à fond, et c'est lui qui fait les trucs, et je salue vraiment son humilité d'ailleurs à ce niveau là. Donc j'aime John Wick, mais ça me saoule pas mal aussi. Ok, d'accord. Et toi, Marc, t'en penses quoi? Pareil. Sensation de trop. Après, tout ce qui s'y passe, c'est hyper stylé, tout fonctionne, enfin, dans le sens où la lumière, les mecs connaissent l'action, tu vois, et ils arrivent à innover. Alors, dans le dernier, la scène en Top Shot, elle est charmée, stylistiquement parlant. Et oui, la perf, et j'y étais pas, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui doublait Keanu Reeves, et c'est une putain de bonne personne. Et voilà, mais oui, sensation de trop. Après John Wick, en fait, tu peux plus rien faire, toi, derrière, dans tes films, ils ont déjà tout fait. T'as plus le droit d'utiliser un pistolet, tu peux plus faire de prise de judo, de trucs au sol, etc. Donc voilà ce que je dirais de John Wick. C'est l'overdose, quoi, John Wick. C'est vrai que c'était un peu genre le truc SP, c'était le gang des SDF, en fait ils contrôlent la ville, enfin il y a un truc, c'est vrai qu'il y a des délires, je trouve que ça fait très parfois un peu comment dire, ça fait très jeu vidéo. Ouais, jeu vidéo, un peu aussi animé japonais, c'est over the top, où t'as les personnages qui vont t'expliquer pourquoi c'est les très très méchants. Ça j'aime bien, tu vois, j'aime bien quand c'est pour ça. C'est totalement assumé. Donc c'est complètement assumé. En fait, moi c'est juste la surcharge d'action, c'est vraiment trop long les scènes d'action. Ouais, moi j'avoue, c'est lequel où ils partent dans le désert, c'est le 2, non? C'est le 3.
C'est le 2 ou le 3? Cheval et tout, je crois que c'est le 3 avec les chiens. C'est ça. Ouais, lui, j'avoue, j'ai un peu lâché. C'est vraiment. Le scénario, il marche dans 1, mais après, je crois un peu la gueule. Gros enjeux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est limite, c'est un peu. Tu te dis, ils ont respecté à la règle, genre match était in space, quoi. C'est un peu genre. Et t'as ce truc-là du mec qui saute quand même du 25e étage, qui atterrit sur une voiture, mais c'est pas grave, il continue son footing, il rééclate 75 personnes, et avec une épingle à nourrice, il va te faire 50 étranglements. C'est clair. Il est fort. Mais ça passe en fait. Et le public se déplace, donc t'as envie de dire pourquoi pas faire un John Wick 5 et 6 et 7. Je pense que c'est bien que ces films-là existent au final. Ouais. C'est ce qui permet au cinéma d'action d'avancer aussi. Ah oui, clairement. Oui, c'est clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir participer à E-Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à moi, parce que Flo n'est pas là aujourd'hui, donc c'est moi qui ai dû gérer le son. Merci à la SACD pour les locaux et merci à Cherico qui, officiellement, nous soutient. Et oui, donc on est très très content d'être soutenu par Cherico et on repartagera leurs produits, des photos. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. À toi aussi, merci. Toi aussi. Au revoir. Salut.